C'est une joie immense de vous voir aussi nombreux. Voilà, on fait ça le comble. Des gens arrivent encore. Donc, vous nous donnez raison d'avoir consacré cette rétrospective à un cinéaste espagnol que l'on suit depuis ses débuts, puisque son premier long métrage, Stockholm, était en compétition au festival en 2013. Puis, il était revenu avec Madré également en compétition en 2019. Donc, voilà, il y a une histoire particulière qui nous lie avec ce cinéaste. Et comme il travaille beaucoup et excessivement bien, il était temps de lui consacrer une rétrospective, puisqu'il est déjà l'auteur de 5 longs-métrages, de 2 séries, Antidisturbios et Los Años Nuevos, qui sera diffusée sur Arte l'année prochaine. Également un épisode des Historias para no dormir, qui sera diffusé tout à l'heure à 19h. Nous sommes admiratifs de son travail et donc c'est vraiment une joie immense qu'il soit de retour au Cinémed. Je vous demande d'applaudir Rodrigo Sorogoyen. Merci beaucoup d'être là. Et la rencontre va être animée par Thomas Pibaro, qui connaît Rodrigo depuis longtemps. On peut même le dire, il ne voudra pas qu'on le dise, mais c'est grâce à lui en fait que ces films ont commencé à être distribués en France. Laisse-moi parler. Avec Que Dios nos perdone, qui était présenté au marché du film à Cannes. Il s'est pris une claque, il a repéré, et puis ça a été le début d'une longue coopération avec le Pacte, pas seulement sur la distribution, mais également sur la coproduction. Et Thomas est un grand amoureux et connaisseur du cinéma espagnol, donc voilà, c'était la personne idéale pour animer cette rencontre, et je le remercie parce que ça a été un soutien tout au long de la préparation de cette rétrospective. Thomas Pibaro. Messieurs, c'est à vous. Ça va vous? Bon, hola. Vous nous entendez? Bonsoir. Bonsoir Montpellier. Alors, Rodrigo, je vais me permettre de le tutoyer parce que je le connais depuis longtemps. Il a l'habitude. Ouais, il fait chaud. Vas-y, mets-toi à l'aise. Mets-toi à l'aise parce qu'on va un peu tricher. Tricher. Parce que tu es venu au festival accompagné par ta maman, avec qui j'ai eu l'occasion de passer du temps et d'avoir quelques conversations. La maman de Rodrigo Sorogoyen est ici. Et pourquoi c'est triché? Parce que d'habitude, on commence par parler du travail et on va commencer par parler de... De ma mère. Non, on pourrait. Non, mais de ton enfance, elle m'a raconté des anecdotes que je trouvais intéressantes de pouvoir partager avec vous tous, parce que les films et les séries, on va en parler, vous y avez accès. Ils ne sont pas importants. Non, si, c'est très important, mais je pense que ça peut éclairer, ou en tout cas, ça peut apporter un autre regard par rapport à ton œuvre. Donc, on va parler d'anecdotes. Ta maman s'est confiée à moi en me disant que quand tu étais enfant... Ma mère, elle fait confiance à tout le monde. Elle a raison. J'espère que tu saches. Et je lui ai demandé la permission. Je lui ai demandé la permission avant d'en parler. Non, elle m'a raconté que dès que quand tu étais enfant, tu as voulu très tôt exprimer l'envie d'être auteur, écrivain. Que tu jouais avec tes poupées, tu prenais tes jouets, tu avais un appareil photo, tu faisais des photos, tu racontais des histoires, des super-héros avec des pouvoirs, etc. Mais que tu avais ce besoin de raconter des histoires. Pourquoi ? Pourquoi elle t'a raconté ça? Pourquoi je le faisais? Je ne sais pas, pour m'amuser, simplement. Pour m'amuser. Et je ne sais pas pourquoi je m'amusais avec ça et pas avec des autres choses. Mais bon, c'est clair qu'il y avait quelque chose là-bas. C'est vrai que ma mère, elle était photographe. Donc, il y a quelque chose là-bas déjà que j'ai appris d'une façon très naturelle, je pense. Bon, bonsoir. Merci d'être venu. C'est un plaisir d'être avec vous. Alors, et on a parlé de tes premiers émois cinématographiques. Et elle m'a raconté comment tu avais à peine 3 ans et demi. Elle t'a emmené voir Le Retour du Jedi
sur ses genoux, en te cachant les yeux aux scènes impressionnantes, et tu lui as enlevé les mains, et tu étais fasciné par l'écran à l'apparition de la créature, en gros Jabba the Hutt, pour ceux qui l'ont vu. Le Jabba. Ouais. Si. Donc on voit bien, tu es né dans les années 80, tu as souvent parlé dans des entretiens de l'influence d'un cinéma américain sur ton parcours, comme toute personne de cette génération-là, enfin comme moi en tout cas. Mais ce qui était intéressant quand on a parlé, c'est qu'elle m'a évoqué un film français qui est plus surprenant, qu'on n'attendait pas, et qui pour toute une génération, moi je suis né en 76, il est né en 81, a pas mal marqué, notamment en France, puisqu'on a eu l'occasion de l'entendre il n'y a pas longtemps, en tout cas la musique. C'est le film Le Professionnel de Georges Lautner. Dans quelle année tu es né? T'es né en 81. 81. Et elle m'a expliqué comment tu as été très marqué par... J'ai compris 80. Ah non, non. Et Léon le professionnel, oui, mais pourquoi c'est une surprise, ça? Parce que d'une part, c'est pas un film qui est souvent cité par des réalisateurs Okay. entre guillemets, et puis la cinéphilie française ne va pas nécessairement le regarder d'un bon œil. Ah non? Parce que c'est un grand succès public. Ah. Après, ce qui est intéressant. Quelle horreur, un succès. Ouais, t'imagines. Non, ça c'est très français. Tu sais le rapport au succès qu'on peut avoir. Mais non, mais ce qui est intéressant avec Le Professionnel, comment ta mère m'en parlait, c'est le rapport au fait que le héros, interprété par Jean-Paul Belmondo, Joss Beaumont. Jean-Paul Belmondo. Ouais. Son personnage s'appelait Joss Beaumont, meurt à la fin. Comment? Je ne savais pas ça. Comment? No, el nombre de su carácter, de su personaje es Joss Beaumont. Ah, si? Si. Joss Beaumont, espionnage et châtaigne. Qu'est-ce que c'est? Non, mais moi, ce qui m'intéresse par rapport à ton œuvre, déjà, je trouve ça marrant que ce film t'ait marqué, comme nous tous, mais sur la fin du film, avec un personnage principal qui meurt, alors que c'est le héros. Et comment ça t'avait marqué en termes de storytelling et d'histoire? On peut faire mourir le héros? Si, pour moi, c'était. J'ai sorti du cinéma totalement énervé avec cette possibilité que je n'avais pas compris avec ces tâches que j'avais. Et parce que c'était un film que j'étais en train d'adorer, j'étais comme ça dans la salle de cinéma. C'était un film, bon, je ne sais pas, il y a beaucoup de temps que je ne la vois pas, mais c'est un film que pour moi, il m'a touché beaucoup et que l'histoire de tous les deux, de lui, non, de elle aussi, c'était très fort pour moi. Et à la fin, quand il mort, j'ai regardé parce que je suis allé avec mon père et j'ai regardé mon père et j'ai dit mais comment c'est possible? Comment c'est possible que l'héros il peut mourir? Et mon père, il est toujours en train de me donner des leçons dans ma vie, il a dit oui, la vie c'est comme bon ça, blablabla. Un bon père. Un bon père, merci. Et c'est ça, je me souviens très bien que j'étais très énervé avec la vie, avec mon père, avec le cinéma, pas avec Jean-Paul Belmondo, vraiment, mais oui avec Luc Besson. Et je pense que dedans, à moi, il a changé quelque chose. Parce que, bon, c'est comme quand tu vois des cinémas intéressants, quand tu lis un bouquin intéressant, un roman, ou quand tu vas au musée, c'est l'art, c'est pour ça, non? Pour ouvrir des expectatives, pour ouvrir la tête et découvrir des autres possibilités. Et celui-là, c'était très important pour moi, je pense. Alors moi, ce qui m'a fait réagir aussi, c'est que j'ai eu la chance d'accompagner les films de Rodrigo en coproduction, en distribution sur la France, et que quand il a commencé à nous pitcher le projet Asbestas, en nous disant ça va être un western montagnard, c'est une histoire de vengeance, mais sans nous dévoiler ce qui se passait, il nous a envoyé la première version du scénario, et ce sentiment que tu as eu à la fin du Professionnel, mais comment il peut mourir? Et nous, en lisant le scénario, on était là, mais quoi? Attends, aux 2 tiers du film, lui, il va mourir. Mais comment c'est possible? Mais comment tu finis ton film? C'est ça que je voulais souligner, c'est que jouer avec les attentes du spectateur, tout se permettre. Je pense que c'est significatif de ton cinéma, où tu vas casser les codes, tu vas jouer avec les genres, on va en parler tout à l'heure, mais toujours au service de l'histoire, parce que pour toi, j'ai l'impression que ce qui compte, on va en parler, c'est avant tout d'être à l'écoute des personnages. Si, merci. Je veux penser qu'on travaille comme ça, qu'on comprendre le cinéma comme ça, de raconter des histoires comme ça, parce que tu as dit, ne sais pas comment tu as dit, como que vale todo. Il lo ha dicho, ¿eh?
que c'est tout, qu'il y a toutes les possibilités. Ouais, Tu as dit toutes les possibilités, ouais. quelque chose, mais après, tu as dit, et je suis d'accord avec ça, cette deuxième part, c'est seulement si l'histoire le permet, non? Et seulement en train d'écouter les personnages. Évidemment, on peut se tromper et peut-être dans quelques films on ne le fait pas, mais on essaye de le faire, on cherche de le faire. Et ça, pour moi, c'est très important. Ça, et aussi les choses que tu as dit, essayer de surprendre au public, parce que je pense, si je fais mémoire, peut-être des moments plus heureux de ma vie dans la salle de cinéma, c'est quand j'étais surpris pour quelques histoires, pour quelques films, pour quelques moments dans un film. C'est très rare d'être surpris aujourd'hui au cinéma. Non, mais c'est vrai, le sentiment qu'on a Non. eu à la lecture d'Asbestas, il s'est Mais confirmé. mais tu te souviens que je vous racontais l'histoire à toi et à Jeanne à Bonn, Je me souviens. et on a signé était dans... bourrés. Non, j'ai J'ai écrit... le papier, hein. Non, Il est dans mon sac. J'ai le papier. cherche. Alors, pour la petite histoire, on était au festival du film policier de Beaune Avec Que Dios nos perdone. avec El Reino. Avec El On Reino. présentait El Reino et on avait profité des agapes de Beaune, bien entendu. Et Rodrigo nous a pitché une histoire en disant ça se passe en Galice, au trou du cul de la Galice. Et au fin j'ai fond de la signé montagne. la Galice dans son Il a service. dessiné sur un post-it et on a signé le post-it. Je l'ai toujours dans mon portefeuille. Si? Si. Qué bonito. C'était la manière de signer le deal et d'être sûr de le faire. Après, on pourra raconter l'histoire où on n'a pas failli pas le faire. Si tu veux. On peut raconter beaucoup d'histoires. On va le faire après. J'embraye sur le professionnel. On a beaucoup parlé. Tu parles souvent dans les entretiens et quand on te questionne, parce que j'ai assisté à ta rencontre avec les étudiants ce matin, de tes influences cinématographiques, on l'a dit, notamment les films américains des années 80-90. Mais moi, je voudrais que tu nous parles, parce qu'il y a un film que tu Et as mentionné. 70, Oui, surtout. 80, le nouvel Hollywood, le bon cinéma, dont on parle plus rarement et qui est peut-être plus méconnu. Et en même temps, on va voir pourquoi, je pense que c'est très significatif. C'est une comédie sur l'autisme. C'est Punch Drunk Love. Punch Drunk Love. Alors, qu'est-ce qui t'a marqué dans Punch Drunk Love? Parce que tu l'as cité dans Positif. Ah, dans Positif, les magasins. Et bon, c'est parce que j'adore Paul Thomas Anderson. Pour moi, c'est le cinéaste contemporain plus admirable. Pour moi, c'est comme une référence. C'est vrai que je pourrais citer tous ces films, presque tous. Pour moi, ils sont presque tous des chefs d'œuvre. Mais c'est vrai que Punch Drunk Love, c'est un film si différent dans son filmographie que c'est pour ça que j'adore la citer. Et je ne sais pas, il y a toutes les choses géniales de Paul Thomas Anderson. Aussi, après, il y a Adam Sandler, qui est un acteur qui, normalement, il fait des films que je n'aime pas, mais là-bas, il est incroyable. Et c'est une histoire d'amour très originelle, évidemment. Mais il a une force incroyable. Tu as dit que c'est sur l'autisme? Oui, parce que pour moi, le personnage d'Adam Sandler, il est autiste. C'est pas dit justement, mais c'est ça que je trouve merveilleux, c'est de raconter cette histoire d'amour entre deux personnes atypiques. Atypique, évidemment. Mais j'ai pensé tout le temps, ma théorie, c'est qu'il est un psychopathe. Non, vraiment. Et qu'elle le réalisateur, le distributeur. Et qu'elle pourrait être un serial killer, mais grâce à l'amour, il n'est pas un serial killer. T'es un romantique. Évidemment, oui. Non, mais pourquoi je parle de Punch Drunk Love? Alors, je vais me permettre, parce que pour moi, dans la carrière de Paul Thomas Anderson, quelque part, j'ose, elle ressemble à ta carrière, dans le sens où systématiquement... Pareil totalement. Ben non, pas pareil totalement, mais je vais argumenter, non seulement parce que j'aime ce que tu fais, mais parce que systématiquement, il ose changer de genre un film après l'autre, aussi bien dans le genre abordé que dans la manière de le traiter, dans sa mise en scène. Par exemple, il passe de Punch Drunk Love, comédie romantique, Adam Sandler, énorme star grand public aux États-Unis, à There Will Be Blood, film séminal sur les fondements même de la société américaine, empreint d'une violence et d'un classicisme avec un grand C sur grand écran. Tout comme, quelque part, quand tu passes de El Reino, thriller sur la corruption politique, succès énorme en Espagne, 7 Goya, à Madre, t'enchaînes deux films cérébraux et sérieux, Que Dios nos perdone, El Reino,
Et après, tu t'offres la liberté de faire Madré, un récit passionnel d'après un court-métrage, totalement intimiste. Et à chaque fois, systématiquement, ta mise en scène se renouvelle par rapport à ça. C'est en ça que je trouve que vous avez 2 carrières parallèles. Non, mais vous n'avez pas peur d'oser ça. Parce que toute l'industrie, moi le premier distributeur, après Que Dios nos perdone et El Reino, on n'attendait qu'une chose, c'est qu'il nous offre un thriller. Parce qu'on sait le vendre, parce qu'on sait que ça va marcher. Et quand il vient nous voir avec Madré, en disant « Vous avez vu le court-métrage ? On va faire le long-métrage. » Oui, c'est une femme de 40 ans avec un gamin de 16 ans. Comment on va vendre ça ? Mais on faisait confiance à son traitement. Si vous n'avez pas vu Madré, vous devez le voir. C'est sans doute un de ses films, son film pour moi le plus personnel, le plus significatif. Justement, alors on va dire, comment je vais formuler ça ? Comment tu t'offres la possibilité de changer à chaque fois ? Sí, bon, merci pour tes mots. Sí, tiene concebir. Joder, vaya traductora. Concevoir. Concevoir. Conçoit. Je ne conçois pas. Je ne conçois pas le cinéma et mon travail, ou ma vie, de notre façon. Je veux tout le temps. C'est vrai que ça peut ressembler un petit peu infantile, mais je veux m'amuser tout le temps. Et je ne veux pas m'ennuyer, mejor dicho. Et donc, je veux tout le temps faire des choses différentes. Aussi, je ne veux pas que le spectateur s'ennuie. T'imagines? Bon, il y a un réalisateur comme ça. Oui, on ne va pas citer. Il y a des réalisateurs qui ne vont pas. Il n'y en a pas qu'un. Qui s'amusent. Non, je ne veux pas que, évidemment, je détesterais que le spectateur s'ennuie. Donc, je cherche tout le temps ça. Et je pense qu'il ne s'ennuiera pas si je l'offre des choses différentes, et s'il trouve évidemment des histoires intéressantes, des histoires de personnages intéressants, bien sûr. Mais c'est une façon aussi de grandir, de chercher dans notre endroit, de découvrir des autres choses. Donc pour moi, il n'y a pas mérite dans cette chose. Pour moi, je suis honnête, vraiment, il y a c'est une obligation, c'est obligatoire pour moi le faire. Parce que tu ne veux pas prêcher auprès des autres réalisateurs ? Parce que c'est plus amusant, vraiment. C'est comme ça comme j'ai travaillé, j'ai construit mon carrière avec mes copains et avec mes amis. On va en parler justement. Donc tu grandis. Alors, tu fais ta scolarité au collège français, dans un collège français. Ah, le lycée. Et avant c'était un collège français. Quand j'ai rentré, la langue principale, c'était français. Ça c'est vrai. On va parler de ton rapport à la France parce que après tu as fait des études d'histoire. Mais c'était parce que l'école c'était à côté de ma maison. C'était pas... Il n'y a pas une. Pour en avoir parlé avec ta maman ce matin, c'était parce que c'était à côté de la maison et parce qu'il y avait ton cousin qui y était aussi. Et qu'elle se souciait de toi, elle voulait qu'il puisse te protéger par rapport, dans la cour de l'école, on va dire ça comme ça. Par rapport aux serial killers de lycée. Alors après, tu as choisi de faire des études d'histoire. Pourquoi ? Bon, parce que je devrais faire, comme tout le monde, une carrière universitaire avant d'étudier cinéma. Et je voulais faire une autre carrière, mais je n'étais pas un génial étudiant, donc je n'avais pas la note pour rentrer à Sciences de l'information, je ne sais pas comment ça s'appelle ici. Sciences de l'information. Sciences de l'information. Et le deuxième sujet que j'adorais, c'était histoire. Donc, j'ai rentré histoire. Il y a beaucoup de moments de l'histoire, beaucoup de sujets de l'histoire que j'adore, qui m'intéressaient beaucoup. Et donc, j'ai fait cette carrière parce qu'une autre fois, je ne voulais pas m'ennuyer en train d'étudier la carrière. Mais c'est vrai que pendant que j'étudiais la carrière, j'ai fait des études, quelques cours indépendants de scénario, de direction dans quelques académies. Je ne sais pas comment dire. Académias, c'est pas l'académie, non? Non, c'est des cours. Tu avais des cours de scénario privés. Tu prenais des cours de scénario en plus de la fac. Alors, ce qui est intéressant justement, c'est que mine de rien, ton cinéma est infusé par un rapport à l'histoire et à l'histoire récente de ton pays. Quand on pense à Que Dios nos perdone,
qui a une apparence de thriller de serial killer, mais qui se passe à Madrid sur fond de visite du pape, avec des milliers de pèlerins, et en même temps la répression policière du mouvement anticapitaliste de la jeunesse madrilène, M15, qui imprègne tout le film. El Reino, c'est basé sur une histoire vraie, un scandale, l'affaire Gürtel, qui s'est passé 10 ans avant en Espagne. Systématiquement, tu viens questionner, tu viens triturer avec ton couteau la plaie ouverte des traumas de la société espagnole. Si, c'est vrai que si on voit on repas notre carrière, il y a surtout trois films, El Reino que nos perdone et Antidisturbios peut-être, il est très très présent, cette chose que tu dis, un contexte politique, une critique ou une description de la société, du système, non? De celle-là. Mais c'est vrai qu'après, on fait de Madre et Asbestas qu'il y a tout le contraire. C'est des histoires de personnages, de sentiments plus intimes. Non? Asbestas, il y a évidemment quelque chose de terreur, de thriller rural. Mais bon, c'est pour te dire que oui, tu as raison. Mais c'est vrai que ce n'est pas obligatoire pour nous le faire. Et c'est seulement si cette histoire de ce personnage, de ce moment concret, on tombe amoureux de ça. Et alors justement, pour expliquer pour Antidisturbios, parce que peut-être certains soit n'ont pas encore vu la série, soit n'ont pas saisi la référence, à notamment la scène de fin d'Antidisturbios, El Barco. Dans la scène de fin d'Antidisturbios, une mini-série que vous devez voir, qui est absolument incroyable. Antidisturbios, ça a été ici à Canal Plus Polar, que personne a cette chaîne. Non, mais si. Qui a vu Antidisturbios Ici à France. Il est sur Disney Plus en ce moment. Voilà, j'ai pas d'action, mais vous pouvez le voir sur Disney Plus. Mais c'est dans Canal Plus. Ouais. Ah, maintenant Disney. Il est sur Disney Plus. Regardez-là, c'est une mini-série de 5 épisodes sur une unité de CRS. Et ce qui est très fort, alors on va parler de la série après, mais dans la scène de fin... Tout le monde mort. non, mais ça... Pero, bueno, il connaissait Non, ils l'ont pas vu, mais il connaissait le contexte. Non, justement. Mais... Si? Ouais, si tu peux expliquer le contexte. Non. Non, tu le feras plus vite. Non, alors, sans rien spoiler... C'est un petit peu de spoiler. Non? Je vais pas... Non. Ok. Non. En arrière-fond, il y a eu le film suit une unité anti-CRS, ça se passe à Barcelone. En arrière-fond, il y a le futur référendum sur l'indépendance et l'autonomie de la Catalogne, avec les répressions policières qu'il a déclenchées. En arrière-fond. Mais ce qui imprègne absolument toute la série de manière prégnante, vivante. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu ne fais pas des films militants, tu ne fais pas des déclarations, tu ne fais pas des statements sur l'histoire. Tout passe par les personnages. On va en reparler tout à l'heure quand on parlera d'Isabelle. Et ça, c'est très rare dans le cinéma moderne. En France, on a beaucoup de mal à exorciser notre passé au cinéma. On commence à le faire. Là, les attentats de novembre, il y a déjà eu 4 films, dont un espagnol, un allemand et 2 films français. Les attentats de novembre. Il y a eu Novembre de Cédric Jiménez, Revoir Paris d'Alice Winocourt, Un jour, une nuit d'Isaki La Cuesta, film espagnol, et Vous n'aurez pas ma haine, un film allemand dont j'ai oublié le réalisateur. C'est tout récent qu'on apprenne à exorciser notre passé. Et je trouve ça extrêmement fort et puissant de le faire à travers une narration, à travers des personnages qui nous amènent à un endroit sans jamais nous... Tu nous donnes jamais de leçons de morale. Tu ne juges jamais. Tu nous mets, nous, spectateurs, en position de faire notre propre choix, ce qui est incroyablement difficile, mais ce qui est incroyablement difficile pour toi de réussir à nous le faire percevoir. Mais en tant que spectateur, je trouve que ça nous met dans une position absolument rare et précieuse. Et oui, on essaye de faire ça. Et pour nous, pour Isabelle et pour moi, c'est très important de le faire. Et c'est vrai que c'est la chance d'écrire avec une autre personne. Parce que si peut-être je tombe dans cette jugement, c'est elle qui me dit, et vice-versa, ¿no? Si elle qui tombe. Et en fait, El Reino, le film del Reino, il a commencé comme un cri, ¿no? Indignation. Et la première version, la première idée du film, c'était
très moral, non? De tu dois pas faire ça et ça c'est mal, mais combien pendant on travaillait les différentes versions, on commençait à quitter ça, non? À limpiar, à nettoyer ça, et pour essayer de réussir ce que tu dis. Et en fait, dans le dernier scénario qu'on a fait, que c'est le film qu'on tournera en février, ça a été très difficile de ne faire pas ça, parce que c'est une histoire un abandon. Un abandon. Et c'était très difficile est-ce que juzgar, de ne pas juger. de ne pas juger les personnes qui ont abandonné. Alors, Mais on l'a réussi. je l'ai lu, c'est vrai, ils ont réussi. Non, mais ça nous permet, alors, on voulait en parler après, mais on va le parler tout de suite de Et je pense que c'est plus intéressant. Bien sûr, c'est plus intéressant, mais c'est là où on se rend compte que c'est aussi beaucoup plus rare de réussir c'est pas les bons, il n'y a pas les bons et les méchants. Ton cinéma, c'est 50 nuances de gris, si je peux me permettre. C'est quoi, c'est 50 nuances de gris. 5 ans. Non, c'est una broma. 50 Shades of Grey. 50 sombras de Grey, vale. Vale. Non, mais ça nous permet de parler d'Isabelle. 50 sombras de Grey. Oui. Non, ce que tu viens de dire. Non, mais parce que Isabelle Peña, donc scénariste, qui me semble que tu as rencontré pendant des années à l'ECAM, l'école de cinéma de Madrid, avec qui tu as écrit 6 longs métrages, dont le prochain, et 2 séries. Non, une série, Antidisturbios. Donc, systématiquement, vous travaillez ensemble. Alors, moi, le premier film de toi que j'ai vu, c'était Que Dios nos perdone. Je l'ai vu fini. Et après, j'ai lu El Reino. Et ce qui est très intéressant, c'est de se dire, c'est très rare. Le marché, nous, les distributeurs, on veut tous des thrillers. Parce qu'on peut vous vendre des thrillers. Parce que vous allez les voir. Parce que c'est un genre qui marche. Mais quand on lit ces scénarios, on dit, ah oui, mais c'est un héros, mais en même temps, il est tristement humain. Quand vous repensez est-ce qu'il y en a, à ceux qui ont, celles et ceux d'entre vous qui ont pu voir Que Dios nos perdone, vous avez le personnage de Roberto Alamo et celui d'Antonio de la Torre. Antonio de la Torre, inspecteur bègue qu'on nous fait aimer. Et il y a une scène de séduction avec la dame qui vient nettoyer son appart, qui vire à l'agression sexuelle. Et on se dit, mais c'est pas possible, c'était le héros. Pareil avec Roberto Alamo. Systématiquement, vous arrivez à nous décrire et à nous mettre dans la position d'apprécier des personnages, à nous mettre en empathie avec des personnages qui sont terriblement humains, terriblement réalistes. Terriblement imparfait, non? Oui. L'humain est imparfait. Totalement. Oui, ça c'est les choses qu'on aime bien, qu'on pense que ça marche mieux, que moi comme spectateur j'adorerais voir dans les films. Si, c'est essayer de raconter la contradiction humaine. Tu peux, ça, en Que Dios nos perdone, c'est très clair, mais aussi en El Reino, non? El Reino, on voulait décrire une personne que c'est un bon père, un bon mari, un bon ami, et après il est horrible dans sa façon, dans sa faceta. Sa façade. Laboral et moral, non? Moral en lo professionnel. Donc ça c'est, je pense que ça construit des personnages évidemment plus intéressants, plus complexes, et surtout c'est que interpella. Ça interpelle. Ça interpelle le spectateur très fortement. Parce que c'est ça, tu dis, mais pourquoi cette personne que moi j'aime bien ou moi j'aime pas, il fait une chose que ça me change l'opinion. Donc pour moi c'est très important dans un film, ça, interpeller le spectateur, parce que comme ça le spectateur il est plus présent dans ton histoire. Non? Si un spectateur il voit un film et il se pose pas de questions, si il voit seulement, mais pas réfléchir, sentir, se plantear, il se pose, sí, il se pose des questions, des questions morales. La différence d'un film à un autre, c'est énorme, je pense. De l'expérience de voir un film, c'est totalement différent. Parce que c'est très marqué que les conflits moraux
de vos personnages, c'est une obsession chez Isabelle et toi dans tous vos films. Si. Parce Si. Je pense à Asbestas, par exemple. On va reparler du travail sur le scénario après, où il y a un plan fixe avec les frères Anta et le Denis Ménochet. Donc les frères Anta, les voisins qui sont les antagonistes, qui sont les bad guys de l'histoire. Et tout d'un coup, avec cette scène-là où ils expliquent la misère de leur vie, il veut juste pouvoir sortir du trou du cul du monde et que son frère puisse aller aux putes. Ça renverse la table pour nous, spectateurs, par rapport à leurs personnages, où tout d'un coup, on les comprend mieux. Même s'ils sont horribles, tout d'un coup, on va « Ah, d'accord, ouais, ils n'ont peut-être pas totalement tort. » ou en tout cas, on peut beaucoup mieux les comprendre. Pourquoi vous faites ça? Bon, les choses que j'ai dit avant, on le fait parce qu'on pense que c'est plus intéressant et parce que la vie, c'est comme ça. Chaque fois que quelqu'un me raconte un problème, un conflit, je pense tout le temps automatiquement, je ne sais pas si c'est quelque chose de perverse mais, ou de très peu empathie, mais normalement j'ai empathie avec l'autre personne. Non? Si tu me racontes une histoire, je dis, bon, mais qu'est-ce que pensera l'autre personne? Non? Tu me dis, hier tu m'as raconté un conflit avec une autre personne. Aussi, je dis, bon, peut-être l'autre personne il est en train de dire tout le contraire, il pensera tout le contraire. Et ça, c'est la vie. Ça, normalement, tous les conflits de la vie ils sont comme ça. Petite, dans ta famille, au grand. Non? Si on pense, bon, imagine des conflits horribles de guerre et politique, c'est comme ça. Si tu demandes à quelqu'un, il a raison. Si tu demandes à l'autre, il a raison, selon eux. Donc, ça, c'est une chose qui m'obsède un peu, m'obsessionne. Parce que jamais tu sais. et évidemment, dans la vie, il faut se positionner. Il faut se positionner. Ce n'est pas nécessaire de se positionner dans le second 1. Tu peux réfléchir, tu dois réfléchir, tu as tous les permis, les droits, pardon. Tu as les droits pour penser, pour espérer un peu, attendre un peu. Mais tu dois te positionner, évidemment. Et c'est difficile de se positionner beaucoup de fois. Donc, c'est pour ça que je pense que Isabelle et moi, on est très obsédés avec ce type de choses et on adore traslader cette obsession et cette conflit. Traduire ouais. Non, transférer aux spectateurs. Non, parce que justement, tu l'as dit dans tes entretiens, vous êtes, Isabelle et toi, très à l'écoute des personnages. Et c'est les personnages vous avez votre histoire, notamment Asbestas part d'un fait divers, El Reino part d'un fait divers, mais vous ne vous contentez pas de faire un travail d'adaptation. Ce matin, tu parlais aux étudiants du travail de recherche sur le monde de la police, que ce soit pour Que Dios nos perdone ou Antidisturbios, ou sur le monde politique pour El Reino. Mais vous partez d'un fait divers, vous partez d'une histoire qui vous intéresse, et après vous travaillez la matière pour aller chercher ces personnages, pour aller chercher ce point de vue différent, pour nous mettre, nous, spectateurs, dans un état de surprise et de pouvoir se positionner, quitte à ce que ça vienne nous déranger. Je sais que Madré, c'est un film qui parfois peut déranger certains spectateurs. Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est voulu? Apposta adrede. Évidemment, bon, c'est déranger, c'est pas le mot ou le sentiment qu'on veut. Non, provoquer. Provoquer, évidemment, provoquer c'est bien. Provocar, non? Si tu ne te provoque rien dans la vie c'est vrai, c'est ennuyant une autre fois. Donc, les choses qui me provoquent à moi, ça me plaît, évidemment. Si tu provoques une chose horrible, non, mais peut-être quand tu rentres dans une salle de cinéma, c'est vrai que normalement, tu es préparé pour vivre une expérience de 2 heures là-bas. Après, tu peux bon, tu ne t'oublies pas, mais tu continues avec ta vie, que ce n'est pas les choses que tu as vécues, évidemment, dans la salle de cinéma. Mais s'il te provoque des choses, on a réussi quelque chose. S'il ne te provoque rien, tu as réussi rien, je pense. Donc, on essaye de faire ça. C'est vrai que seulement si l'histoire, c'est d'une façon naturelle, organique. Mais on préfère ça parce qu'on voulait que le film le fasse avec nous. Donc, on trouve des histoires et normalement, on fait attention à ce type d'histoire. L'histoire que tu dis,
j'écoute une histoire comme l'histoire d'Asbestas, je dis, cette femme, elle a resté là, je ne sais pas qu'est-ce que je ferais. Je pense que je ne ferais pas ça. Mais si elle l'a fait, il y a des raisons. Donc, je veux essayer de comprendre cette femme. Et comme ça, c'est tous les films qu'on a fait. Et je pense dans cette politique, il dit, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il fait ça? Normalement, c'est les personnes qui volent, les personnes qui font des choses horribles dans ce contexte politique. Normalement, il a beaucoup de risques d'être découvert. Donc, il y a quelque chose de pourquoi tu le fais, parce que je pense que tu n'as pas besoin de rien, je pense. Non, il y a quelque chose de plus fort. Et aussi les policiers, si tu veux être policier, qu'est-ce que tu fais en train de frapper des personnes totalement innocentes, non? Tout ce type de questions nous intéresse beaucoup et je pense qu'il peut intéresser aux spectateurs. Je confirme. Non, mais et ce qui est intéressant, c'est que, en plus, dans tes débuts, que ce soit Que Dios nos perdone ou El Reino, on parle d'un cinéma en apparence très masculin, des thrillers qui s'inscrivent dans le genre. Et comme on a des personnages multicouches, justement, Roberto Alamo, sa femme le trompe, tout ce dont on a parlé sur le personnage de Valerde, Antonio de la Torre, tout ça dans Que Dios, on sent l'influence d'une scénariste féminine et qui vous complétez admirablement en cela, où d'habitude, on a l'habitude de, je sais pas, je ne vais pas dire du mal de certains thrillers français, mais qui sont beaucoup plus monocordes par rapport à vos personnages. Et c'est pour ça que, par exemple, sur un film comme Madré, je trouve que c'est très très fort, parce que donc Madré, si vous ne le savez pas, à la base, c'était un court-métrage nommé à l'Oscar. Les 15 premières minutes du film sont un court-métrage qui a été réalisé après Que Dios nos perdone et avant El Reino. Et après, vous avez ou dès le départ, tu avais l'idée d'en faire un long? Un long métrage? Ouais. Pas sûr, mais c'est vrai que quand j'ai écrit cet court-métrage, je l'ai dit à Isabelle, ça peut-être il peut être le début d'un film, mais peut-être on ne le ferait pas, donc c'était une possibilité. Parce que je me rappelle, quand on a vu le court-métrage et qu'on en a parlé, et tu nous as dit, on va en faire un long-métrage, on s'est dit, chouette, il va faire un thriller. Il va nous faire soit l'enquête... Parce que le court-métrage, c'est un thriller total. Voilà. Soit c'est une histoire de vengeance, et que le scénario que vous avez écrit nous a totalement surpris et complètement bouleversé, parce que justement, tu déjoues les attentes, tu viens pas du tout là où on t'attend, justement, et tu nous offres un récit passionnel, intimiste, un peu dérangeant parfois, mais en nous laissant, pareil, juge. Et j'ai lu une interview où tu t'expliquais justement que le problème de morale est réglé parce que le personnage de Jules, qui est l'adolescent qui vit à vivre une relation avec une femme une femme adulte, lui, il sait ce qu'il fait, il n'est pas manipulé. Est-ce que c'était présent dès l'origine, cette idée de venir questionner ce point de vue moral? De questionner le point de vue moral. Que si nos gusta. Ou c'était prévu dès l'origine? Ah, c'était prévu de l'origine. C'est venu en écrivant? Non. Dans le process d'écriture? Non, c'est venu. On voulait raconter l'histoire de cette femme qui, je peux le dire, ouais. Elle a perdu à son fils. C'est le pitch. Et on voulait parler de ça. Et évidemment, les premières idées qu'on aimait bien, c'était aider à cette femme ou accompagner à cette femme vers un petit peu de lumière dans son tragédie horrible qu'elle a vécue 10 ans avant. Donc c'est vrai que la façon qu'on a trouvée, c'était une histoire d'amour, une relation amoureuse, affective, et avec un adolescent. Et c'est vrai qu'on savait déjà, quand on a eu cette idée, qu'on a dit, bon, ça c'est délicat, mais ça c'est une chose... Quand on trouve ce type de choses, on dit OK, on veut le raconter. Si c'est délicat, on veut le raconter. C'est vrai qu'on doit penser, on doit travailler, on doit discuter, mais on le fait. Ça, c'est les choses plus jolies de notre travail, je pense, de le travail d'écrire, de nous mettre à nous-mêmes, a nosotros mismos, de nous mettre à nous-mêmes en peligro, en riesgo. En risque. Un risque, oui. Ça c'est très amusant parce qu'on est chez nous et personne ne peut nous dire rien. C'est un risque totalement intellectuel, évidemment. Ça c'est une liberté que vous vous offrez. Si. Alors, on va revenir sur la mise en scène de Madré, mais justement par rapport à cette liberté, dans le cadre de tes études, donc après tes études d'histoire, tu es allé à l'ECAM, l'école de cinéma de Madrid. Tu es en train de le faire très bien, hein?
quoi? Parce que tu viens, tu vas les m'amuse. films, après tu retournes. J'adore, merci. Je m'amuse. Non, mais, et dans le cadre de tes études, On essaye d'ennuyer le public, mais nous, on doit s'amuser. c'est le principe. Moi, si je m'amuse, j'espère que le public s'amuse. Totalement. Non, mais tu t'as rencontré des amis et tu as créé en 2012 une société de production qui s'appelle Caballo Film. Alors, je vous encourage à aller voir leur site internet. Le logo, c'est un Pégase avec. C'est pas un Pégase. Bah, c'est un cheval avec 5 paires de jambes. Si. Donc, c'est un Pégase puissance 5. C'est pas un Pégase. Oui, bah, c'est un C'est cheval. un avec cheval. Un Pegaso tiene alas, non? Oui, c'est vrai. Bon, c'est un cheval avec 5 paires de jambes parce que et c'est 5 amis. Alors, la profession de foi de la société, sur le site internet, vous avancez le fait que vous êtes des associés, mais avant tout des amis. Ouais. Ouais, Génial. c'est un peu un Pégase. Non. C'est un Pégase? Non. Bon, ok. Autant pour moi. Mais Ah. Pégase Film, c'est bien. Ah, mais, donc, que tu as créé avec Eduardo Villanueva, qui est scénariste et producteur, Nacho Lavilla, qui est producteur, Borja Soler, qui est réalisateur, et Alberto Del Campo, qui est monteur. Vous vous êtes tous rencontrés au moment de l'ECAM, de vos études. Et moi, j'ose employer le terme de famille Rodrigo, ou famille Sorogoyen, parce qu'à cette équipe de Caballo Film, qui a coproduit Stockholm, qui a produit Stockholm, puis Madré, Asbestas, Antidisturbios. Antidisturbios, et maintenant tout ton travail. On peut rajouter Olivier Arson, ton compositeur, de tous tes films depuis Que Dios nos perdone. On peut rajouter Alberto Del Campo, Alejandro de Pablo, lo siento, ton DOP, ton chef opérateur. Isabelle Peña. Isabelle Peña, ta scénariste. D'où vient. Alors, je parlais de Caballo par rapport à ce que. Quand je parlais de la liberté que vous vous êtes offerte en termes de genre et de la manière de les traiter, d'être indépendant. Surtout dans le contexte d'une industrie espagnole qui est beaucoup moins florissante qu'en France, qui est beaucoup plus compliquée en termes de financement et en termes de possibilités. Pourquoi ce besoin, alors que tu es réalisateur, tu voudrais raconter l'histoire, de s'associer et de créer une société de production pour raconter ses propres histoires? Pour ne s'ennuyer pas. Et non, c'est vrai un peu. Bon, évidemment, pour faire des films, on pouvait pas faire des films. C'était difficile de faire des films pour moi. Bon, je pense que pour le 99% des cinéastes, c'est très difficile de faire des films tout seul, évidemment. Je veux penser que les films, on le fait en communauté, en train de s'appuyer avec des copains. Et j'ai pensé, si ces copains ils sont amis, évidemment, beaucoup mieux. C'est vrai qu'on a eu, moi j'ai eu, mais tous, on a eu la chance incroyable de se rencontrer, d'être des amitiés très très jolies et très importantes, mais en même temps être très très professionnel et contribuer tout le monde beaucoup beaucoup avec son talent à faire des choses. Donc moi, me siento muy afortunado. J'ai beaucoup de chance. Sí, d'avoir trouvé cette Pegaso, cette Pégase. Et oui, donc on a dit, OK, on veut faire du cinéma. On avait fini les études, donc on dit, bon, la première chose, c'est créer une société et commencer à faire des courts-métrages, des vidéoclips, tout ça, et surtout faire un film que finalement, 2 années après, c'était Stockholm, et un film qu'on l'a fait tous ensemble. Ça n'a rien, évidemment, parce que personne veut. Stockholm a été financé en crowdfunding, Crowdfunding, notamment. Si. C'était un court-métrage, il me semble, à la base. Si. Votre première idée avec Isabelle, c'était de faire un court-métrage. Si. Puis tout d'un coup, tu allais la voir en disant, mais si on faisait un long? Et elle a fait, C'est comme ça. Si. Quand j'ai trouvé à Isabelle et je voulais travailler avec elle, je lui proposais un court-métrage avec l'histoire de Stockholm, un mec, une fille, etc. un mec, une fille, une nuit. Mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous l'avez jamais vu traité comme ça. Et quand on a écrit les courts-métrages, tous les deux, c'est vrai que j'ai pensé qu'il ne marchait pas et qu'il marcherait beaucoup mieux si c'était un long métrage. Et finalement, ce scénario qu'on a écrit Isabelle et moi, parallèlement, j'ai créé avec mes amis, comme on a dit avant, Caballo Films. Et Caballo Films, on est en train de chercher quelques scénarios petits, simples, d'un film
qu'on pourrait produire. Et évidemment, le scénario il était déjà écrit, on l'a lu, il a dit si, on y va. Et c'est un film qui a coûté 70 000 euros. Donc, c'est impossible de faire un long métrage à 70 000 euros, en France en tout cas. Non, c'est impossible. Et quand vous voyez le film, ça ne se sent pas d'un point de vue technique, d'un point de vue formel. Le film est assez... D'ailleurs, le film a fait sa première française au Cinémed. Il n'a jamais été distribué en salle en France, parce que nous, les distributeurs, on est tous passés à côté et on a eu peur du sujet et peur de l'impact émotionnel du film. Je vous encourage vraiment à le découvrir. Il est dispo sur Universiné. Ouais. Et alors, je reviens sur Caballo, parce que la profession de foi de la société... C'est vrai que vous l'avez vu à Stockholm? On l'a... Ah, beaucoup de monde. Ah, génial. Bueno, hostia. Merci. Et on a tourné chez moi, on a tourné la maison de la... Parce qu'on n'avait pas d'argent, donc on a tourné... En fait, quand on est en train de produire le film, de chercher des locations, tout le monde me dit, bon, et la maison, peut-être on doit la faire chez vous, non? Parce que dans cette période-là, j'ai vécu, J'ai vécu avec l'acteur de film, on était très amis. Mais je ne voulais pas tourner dans ma maison. Donc, parce que c'est horrible, comme vous supposerez, non? Vous supposez? N'accueillez jamais un tournage chez vous, c'est vrai, il a raison, c'est l'enfer. C'est un enfer. Et on était très nerveux, très pressés, non, pour le tournage et pour ce projet qu'on est en train de faire. Et tout le monde regardait moi, non, bon, on doit le faire. Non, on va chercher. Et finalement, j'ai dit oui, évidemment. Et là, parce que c'est vrai que la maison que vous avez vue, c'était une maison, je pense, parfaite pour cette histoire. Donc, on n'a pas trouvé une maison meilleure. Donc. Alors, la profession de foi de Caballo Film, parce qu'il y en a une. La profession de foi. De foi? Vuestro testimonio de lo que quieren hacer. Sí. Ah, no. Ah si? No. Ah si. Nous nous engageons dans des histoires pertinentes qui nous font réfléchir sur des questions qui nous définissent en tant que société. Bla 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 bla. Ah, si, claro, bla bla. Parce que chaque société de production... Adolescent en train de... Non. Ah oui, mais alors justement, c'est à l'adolescence que justement, on n'a pas les barrières et que c'est la vérité sort de la bouche des enfants. La vérité de... C'est une phrase française pour dire la vérité. Los niños siempre están diciendo la verdad. On avait 30 ans, mais oui. On a... Mais à 30 ans, on est des bébés. Moi, oui. Nous, oui. Non, mais même si c'est vrai que c'est une profession de foi, et c'est vrai que tous les producteurs, vous allez sur le site du CNC, vous allez voir des producteurs français, ils vont tous faire des professions de foi. On veut défendre le cinéma d'auteur, on veut faire des histoires pertinentes, blablabla. Exactement. C'est blabla. En même temps, quand on regarde justement votre œuvre, enfin ton œuvre, et ce que vous avez développé chez Caballo Film, moi, ça m'interpelle. Parce que justement, des questions qui nous définissent en tant que société, on a parlé de Que Dios nos perdone tout à l'heure, on a parlé de El Reino, mais moi, Asbestas, une des raisons pour moi du succès du film aussi, c'est que c'est un film qui vient aborder de manière frontale un sujet prégnant dans le monde entier aujourd'hui, la peur de l'autre, la xénophobie au quotidien, d'un point de vue local. Et loin de faire un film militant point levé, encore une fois, vous passez par les trajectoires de personnages que vous nous rendez humains, on est en empathie absolue, et vous, en même temps, vous faites Enfin, pour moi, c'est un film éminemment politique. Est-ce que c'est conscient dès le départ? Si, ce film, c'est vrai que c'est très spécial pour nous. Bon, après le succès, évidemment, mais je voulais me référer avant, pour Isabelle et pour moi, quand on a trouvé les faits divers. Déjà, on savait que cette histoire, il serait très, 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 très important, parce que dans l'histoire, il était déjà, dans les faits divers, il était déjà beaucoup de thèmes, de sujets. De sujets, ouais. Beaucoup de sujets. Et c'était ça, la xénophobie, c'était là, l'histoire d'amour, c'était là. Donc c'est vrai qu'on a lu, on a compris très rapidement, qu'il pourrait être un film très, très, très important. En fait, on l'a écrit après de Que Dios nos perdone et on a fait beaucoup d'années après, parce qu'on voulait attendre. Et moi, je voulais la faire avec Caballo, et la faire avec Darian, avec des moyens, pour avoir toute la liberté possible pour raconter cette histoire. Tu parles de liberté sur le tournage. Tu me donnes l'autorisation de raconter l'histoire de la production?
De la production de quoi? Des Asbestas. Qu'est-ce que quelle est l'histoire? Alors, bon, bah, je raconte alors. Non, à l'origine, donc, vous nous faites lire un scénario, nous, le Pacte, avec qui on a fait deux scénarios, on a fait 2 coproductions déjà. On s'engage sur le film avec vous, et il y a Caballo Film et il y a Arcadia, coproducteur espagnol. On cherche un casting. Le casting, alors, je peux balancer. Le scénario a été écrit à l'origine pour Viggo Mortensen. Ça fait ça. Qui malheureusement n'a pas pu faire le film parce qu'il a décidé de se consacrer à ses films en tant que réalisateur. Puis a accepté. Donc on cherchait un acteur français physique parce que c'était un western. Donc un acteur français où quand il rentre dans le bar, c'est le héros. On sait que c'est le héros. Il n'y en a pas beaucoup. Bon courage pour en trouver. Puis des bons acteurs. Il y a beaucoup. Non? Bah, lesquels? Jean-Paul Belmondo. Ouais, mais on pouvait plus. Non, mais à un moment, Vincent Cassel a dit oui au film. Ça devait être Vincent Cassel. Et puis, de par les différentes voies du financement des films, les films c'est des vertus, c'est des aventures en soi. Netflix Espagne, Netflix est très puissant en Espagne, ils ont des grands studios, ils ont sauvé une partie de la production espagnole et a proposé de financer l'intégralité du film. Donc nous, on ne faisait plus partie du film, on était très tristes. Mais, Très triste ou très énervé? Non, rappelle-toi, très triste. Non, aparté, non, parce que c'est très rare que le réalisateur lui-même a pris la peine de nous écrire, pas son producteur, c'était pas l'avocat, c'était pas l'agent, qui nous a fait un mail de 5 pages pour nous expliquer pourquoi, je m'en souviens, je pleurais, pourquoi tu devais faire ce film avec Netflix, parce qu'il t'offrait les moyens et la liberté de le faire. Bon, 2 ans après, quand tu es venu en France faire la promotion de Madrid. 2 ans après, Netflix m'a écrit une lettre de 5 pages pour me dire que non. Non, ils ont là, on va dire que vous avez eu des différends artistiques. On peut dire ça comme ça? Bon, je ne pense pas que c'est ça. Je pense qu'ils ont arrêté d'avoir confiance dans les projets. C'est vrai que c'était la pandémie. Je pense qu'on a perdu à Vincent Cassel dans le chemin. On a gagné à Denis Ménochet. On n'a pas perdu à Vincent Cassel, on a gagné à Denis Ménochet. Si, évidemment. Mais oui, bon, continue, que c'était joli l'histoire. Non, et du coup, quand tu viens en France faire la promotion de Madrid, tu nous dis « Ah, il n'y a plus Netflix ». Et là, ah bah on peut le faire. Et après, on a cherché des acteurs français. C'était compliqué. On va pas raconter ça. Je rebondis sur Asbestas parce que tu l'as dit tout à l'heure, vous l'avez écrit après El Reino, Non. Avant El Reino, et vous l'avez tourné bien longtemps après. Et justement, tout ce temps d'attente, parce que tu le dis, c'est être au plus près des personnages, aller fouiller leur intimité propre, aller les définir par eux-mêmes, et ça va infuser l'histoire en soi. Est-ce que ce temps-là, justement de latence, qui est très rare dans le cinéma, parce que c'est une industrie où on n'a pas de temps, on veut toujours aller vite, c'est pas ce qui permet aussi au film d'atteindre cet apogée émotionnel, parce que pour moi, Asbestas, c'est simple, c'est une tuerie. Comment vous gérez cette attente? Parce que le fait de l'écrire, d'attendre 2 ans avant de pouvoir le retourner, normalement, il y a beaucoup de gens qui se seraient lassés ou qui passent à autre chose. On est une industrie du zapping, on est une industrie du tout de suite maintenant. Si. Et la question, c'était laquelle? La question, c'est comment vous gérez ça, et est-ce que c'est pas en fait une qualité? Vous gérez ça, Isabelle et toi notamment. Et est-ce que c'est pas le temps? Le temps, est-ce que vous retravaillez dessus? Si. Bon, c'est pas ce qui permet de faire la substantifique différence? C'est vrai que j'étais très sûr, avec beaucoup de confiance. C'est vrai que parce qu'il y avait des autres projets, heureusement. Il y a toujours beaucoup de projets. Toujours, donc c'est bon, Asbestas, on le fera, j'ai beaucoup confiance, les scénarios, c'est incroyable. Donc j'étais avec beaucoup de confiance. C'est vrai qu'Isabelle Peña tout le temps est en train de demander mais quand on va faire Asbestas, parce qu'on a fait El Reino, on a fait Madre, on a fait Antidisturbios, donc il était très préoccupé, non, de ça. Mais moi j'avais confiance, mais c'est vrai que dans toutes ces années, on a profité pour améliorer le scénario. Donc ça, chaque fois qu'on passer un temps de ne pas lire le scénario et on le lit une année après, c'est génial parce que tu vois clairement toutes les erreurs, toutes les choses améliorées. Donc ça je pense que c'est un des clés de succès de film et arriver avec un scénario très, très, très solide
C'est un luxe absolu hein, de laisser poser dans le cinéma, Si, de si, laisser c'est un poser luxe. son Si, si. scénario pendant un an et d'y revenir un an après. Ça n'arrive jamais. C'est un luxe Totalement, si, si. qui rebondit sur l'indépendance que vous vous offrez. Alors, par rapport à Asbestas, ça nous permet, on va quand même parler de mise en scène, parce que c'est ça qui est intéressant. Alors, parce que tu le dis, à chaque film, tu dois trouver sa ligne directrice visuelle. La manera de rodar. Tu es reconnu pour l'utilisation du plan séquence, systématiquement. Mais alors, quand tu parles du plan séquence, ce que j'aime, c'est que tu parles du plaisir de la fiction. Tu peux nous en dire plus sur le plaisir de la fiction? C'est rare qu'un réalisateur parle du plaisir de la fiction. De la fiction ou de la réalité? C'est toi qui dis pas. Tu as écouté ça, tu l'as lu? Ouais, 3 fois. El placer de la ficción. À propos du plan séquence. Ya. Mais je voudrais me bueno, je pense que je me réfère à que quand tu dis action, non? Ouais. Et jusqu'à tu dis couper, il peut avoir 10 secondes, ou il peut avoir 1 minute, 2 minutes, 3 ou 10 minutes, si c'est un plan très long, comme j'adore. Et c'est vrai que ça, il y a... Ah, je sais pourquoi. À chaque seconde qu'il passe, je pense qu'il y a plus possibilité de que cette fiction, il devient plus véritable. Je pense que l'acteur, évidemment, s'il est où il doit être, si on l'a aidé à être où il doit être, l'acteur, les acteurs, l'équipe, si il a plus possibilité, plus facilité à chaque seconde qui passe évidemment, de croire qu'il est un écolo, qu'il est allé à la Galice, non? Parce que si tu lui dis action, et 5 secondes après coupe, et dis ok, bon, je suis cette personne 5 secondes, c'est impossible, presque impossible de croire. Mais il y a cette magie, cette magie quand on est professionnel, quand on est entraîneur, non, c'est moi qui le fais, je ne peux pas, mais un acteur, il peut le faire. Et ça, quand je le vois et je le compruebo, tú eres traductora. Le vérifier. Ça, c'est très, 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 très joli de le faire. Et évidemment, les acteurs, ils sont amoureux de cette possibilité. Ils ont beaucoup peur, mais c'est un peur que, bon, comme quand ils font du théâtre, non? C'est cette tension qu'ils adorent, parce que sinon, ils ne seront pas acteurs. Et ça, cette fiction que on est 10 minutes ou 17 minutes quelquefois, non? Et tu es en train de voir l'écran, les choses pas que tu as créées, qu'on a créées, qu'on a imaginées avec Isabelle il y a 5 années, c'est une des choses plus magiques qu'il y a dans notre métier, je pense. Alors justement, toujours par rapport à ce travail d'Isabelle sur le scénario et toujours sur Asbestas, tu m'avais raconté, et tu l'as dit en entretien, dans Positif, que tu l'as fait venir sur le tournage, notamment pour régler un problème par rapport à la fin. Si. Parce que le Asbestas, c'est un tournage au fin fond de la Galice, c'est au trou du cul du monde, il fait froid, il pleut, il y a de la boue, etc. Si. Non, mais c'était pas une critique. Hein. Non, mais c'était pas... mais il pleut. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Ça, c'est véritable. Non, mais alors, excusez-moi. Je vous prie de bien vouloir accepter mes excuses, c'est le distributeur qui fait ces phrases faciles. Il y a beaucoup de gaillets en France. Oui. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il pleut. Non, waouh! C'était pas péjoratif. Je me permets, excusez-moi. Il a eu des problèmes avec les gaillets gauches. Sur la perception, il ne faut pas en rajouter. Hein. Ah, mais il va en parler. T'as eu des problèmes avec les gaillets gauches ou pas? Non, mais non, t'en as parlé. Pero ¿qué significa Trou du cul, por el culo del mundo. Bon, il est loin. Ça, c'est une chose. C'est un peu long pour objectif. Y aller. Non, mais il est en train de dire que pour Isabelle, c'était pas facile aller. Elle est en train de travailler dans notre projet, par exemple, et il doit aller là. Bon. Alors, c'était pas voulu. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. C'était pas voulu. Mais on doit dire. Facile, vous avez compris. On doit dire que Galicia, c'est un rayon incroyable. Je suis amoureux. Elle ne m'écoute pas maintenant. C'est un endroit, un rayon incroyable, très belle. Pardon?
Si, non, je te regarde à toi, mais je l'ai dit à tout le monde. Je sais que tu... Bon, c'est un endroit que vous devez aller. Ah, mais c'était... 3 jours de chemin. Non. Et vous mangez incroyable ici à la Galicia. Donc... T'es allé en vacances en Galice cet été en plus. Que? Cet Si. été, t'es allé en vacances en Galice en plus. Je peux montrer des photos. Si, parce qu'on avait beaucoup de problèmes avec la fin du scénario, beaucoup. Et on commençait à s'approcher à la fin du tournage, à la fin de tourner cette scène. Et c'est vrai que, bon, qu'avec Isabelle, il y a une confiance énorme, évidemment. Elle est très préoccupée tout le temps quand je tourne, je les partage tout. Donc, Et vous êtes très différents en même temps. et on est très différents, oui. Mais il y a des choses je pense qu'on regarde le monde d'une manière très similaire. Ça, c'est vrai. Après, on est très, très différents de caractère. Et oui, je lui ai dit qu'il devait venir parce que comme ça, on pouvait travailler. Moi, j'ai tourné toute la journée, mais après, quand on mangeait ou pendant la nuit ou pendant la soirée, on travaillait dans la fin de film. Et finalement, on l'a trouvé, j'étais très content de ça. Et c'est vrai que tu travailles mieux, ou moi je travaille mieux, et elle aussi, quand on est ensemble, pas avec le téléphone et avec le... C'est en ça que je trouve ça merveilleux, l'aventure de Caballo, de faire toutes tes œuvres avec le même chef opérateur, le même monteur, la même scénariste, le même compositeur, les mêmes producteurs. Parce que le cinéma, par définition, c'est la forme artistique la plus collaborative et que ça se sent. Parce que je vais toujours rester sur Asbestas parce que j'ai une obsession avec ce film. Il me semble que pareil, Olivier Arson, ton compositeur, qui compose sur scénario, c'est ce qui est très rare. D'habitude, les compositeurs, on leur livre un bout à bout et ils sont dans leur tanière et ils vous livrent une musique. Olivier, vous vous êtes rencontrés parce qu'il me semble que il faisait de la musique électronique et tu as voulu prendre de ses morceaux pour Stockholm, c'est bien ça? Et que tu lui as proposé du coup après de faire Que Dios nos perdone, en lui disant on va faire un thriller. Il t'a dit j'ai jamais fait de musique de film, il t'a dit j'ai jamais fait de thriller. Donc vous étiez fait pour vous entendre. Totalement, oui. Et alors pourquoi tu as fait venir Olivier sur le tournage de Asbestas? Parce que Galice est génial et il voulait il voulait manger bien. Arrête. Il voulait manger bien. Non, pour la même raison qu'avec Thomas, pour la même raison qu'avec Isabelle, parce qu'on avait des problèmes, on ne trouvait pas la musique, et il me présentait des choses que je n'aimais pas, et c'est très difficile pour moi, que je ne suis pas musicien, parler en termes musicaux avec De parler en termes musicaux. Donc T'as pas la je fais des choses comme más, menos, fort. Non, et c'est vrai qu'il composait, il était en train de composer. Composé, oui. Composé un type de musique très, je l'appelais très célestial. Céleste. Célestial. Ouais. Céleste, parce qu'il voulait raconter l'histoire d'amour très jolie de tous les deux, donc c'était une musique très 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 jolie. Et j'ai dit, tu dois venir ici parce que c'est un endroit très joli, mais il y avait une chose très forte et très poderosa Puissante. dans la terre, non? Et dans le temps, et je pensais que c'est pour ça que les musiques, ils devraient être, comme à la fin, et très puissantes, avec beaucoup de force, avec la percussion. Et je pense que tu dois venir ici et le voir. Et pisser Mettre les pieds, pas pisser, mettre les pieds Dans la boue. dans la terre. Ouais. Alors, je vous encourage à écouter. La bande originale d'Asbestas a été éditée en 33 tours. Je vous encourage à écouter les musiques des films de Rodrigo. Je ne sais pas si, pour celles et ceux qui ont eu la chance de voir El Reino. ¿Te está poniendo? ¿J'écoutais musique? Hein? Je vous encourage à écouter, si vous vous rappelez d'El Reino, où il avait composé une musique techno qui rythmait tout le film en rythme de basse. El Reino, c'est un film où des mecs en costard rentrent dans des bureaux et sortent de voitures, et on finit le film, on est totalement essoufflé. Notamment, de par ta mise en scène bien sûr, mais aussi de par l'utilisation de la musique. Et c'est très rare aussi cette combinaison entre un compositeur et un réalisateur. Pour moi, il y a que Ennio Morricone qui composait
pour Sergio Leone avant le tournage? Non, mais, oui, bien, es un genio. Mais non, il compose pas avant le film. Mais c'est vrai que, comme on est amis, on travaille beaucoup, je le montre le scénario avant de tourner. Ça, c'est vrai, ça, c'est très rare. Et je pense que pour lui, c'est génial pour commencer à avoir une conversation, un dialogue avec moi. Mais c'est vrai que sans les images, il peut pas. On parle avant le tournage, on peut parler de références, de musique. Ok, ça peut se ressembler à ça, ça peut se ressembler à une autre chose. Mais c'est vrai que en cuanto quand je tourne le premier jour, il voit les images les premiers jours et il commence à... Il voit les rushs. Hein? Il voit les rushs. C'est exactement, oui. Alors, on va faire un petit saut dans le futur. Donc, au premier trimestre 2025, vous pourrez voir sur Arte, alors je ne l'ai pas encore vu, la série Los Años Nuevos, qui vient d'être diffusée au Festival de la Mostra de Venise. Donc, c'est une série que tu as écrit avec Sarah Cano et Paola Fabra. Pour une fois, c'est pas Isabelle. Pas avec mon équipe. Ouais, non, mais San Alex de Pablo, San Olivier Garçon. c'est pour ça que je voudrais que tu puisses nous en parler. Alors pourquoi et qu'est-ce que ça fait comme changement? Parce qu'après, on va parler de Alors, pour la thématique de la série, c'est un couple qui se rencontre. Ils ont tous les deux 30 ans le soir de la Saint-Sylvestre et qu'on va suivre en 10 épisodes tout au long jusqu'à ce qu'ils aient 40 ans, le soir de la Saint-Sylvestre. Tourné principalement en Espagne, mais il y a un épisode à Berlin et un épisode à Lyon. Autant vous dire que je crève d'envie de la voir. Mais alors, pourquoi et qu'est-ce que ça fait, ce changement et même quelque part changement styliste en termes de narratif par rapport à... C'est un récit, encore une fois, intimiste. Tu as déjà fait des récits intimistes, mais là, il n'y a pas une trame. C'est une histoire de couple, comme on en vit tous. C'est 10 ans de la vie, et tu l'as dit. Si, c'est les choses qu'on a parlé hier. Non? Si. Tu vois, hein? Si. Parce que, non, il y a une anecdote que je l'ai dit à lui. Ouais. Comment est-ce? Quel film c'était? Ma saison préférée. Si, que j'ai vu ce film et j'ai dit, ce film, On était ici au Cinémed pour présenter Madré, et on est allé voir ma saison préférée qui passait en rétrospective. Et je l'ai dit quand j'ai vu ce film, j'ai dit, ce type de film, vous pouvez le faire seulement à la France. À l'Espagne, c'est impossible. Impossible entre guillemets, mais c'est très difficile, très rare voir des films comme ça sur rien, sur personnages, sur une histoire d'amour sentimentale où il y a les choses plus importantes, c'est les sentiments. Non? À l'Espagne, c'est très, très, très difficile, chaque fois moins, heureusement. Mais dans ce moment-là, j'ai pensé ça. Et c'est vrai que ça, c'est les Años Nuevos, c'est ma façon de pouvoir faire ce que je voulais tout le temps, que c'est parler de la couple, de l'amour. Aussi, on pourrait parler beaucoup de choses de ça parce que c'est vrai qu'il commence en train de parler de la couple et de l'amour, mais finalement, il parle de la vie. C'est une histoire que je suis très, très, très content. J'ai hâte que vous pouvez la voir parce qu'il n'y a pas de trame, comme tu as dit. C'est des rencontres de couples. La trame, c'est l'évolution des personnages, comme il commence et comme il finit. Et je pense que c'est très, très, très joli voir l'évolution de cette personne qui s'appelle Oscar et cette autre personne qui s'appelle Anna, et comme il grandit, non? Comme il grandit pendant 10 années, les 10 années très importantes de 30 à 40 ans. Et ça a été génial de faire. C'est vrai que c'était un projet très petit au début, où je pensais que c'était très petit. Je voulais pas la tourner, je voulais faire seulement, le premier chapitre. Finalement, j'ai fait 4. Et bon, je m'ai involucrado, impliqué, et je m'ai impliqué finalement beaucoup plus ce que je pensais. Tu as coproduit la série, tu as écrit tous les épisodes et tu en as réalisé 4. Si. Et c'est vrai que je choisis de compter avec une autre équipe parce que bon, je pensais que c'était plus sano. Sans écouter des autres voix et travailler avec des autres personnes. C'est vrai que je l'ai fait, j'ai eu le courage de le faire parce que je savais qu'en février, je tournerais avec mon équipe. Donc, c'était un petit peu de vacances tous parce que c'est vrai que c'est très joli, ça a été très joli ce que nous a passé, non? À moi évidemment, mais à Isabelle Peña maintenant. Isabelle Peña, c'est la meilleure scénariste d'Espagne. Elle a été appelée par Guillaume Canet. C'est vrai.
Olivier Arson, je ne sais pas si c'est le meilleur compositeur, mais c'est un des compositeurs plus célèbres de l'Espagne. Alberto del Campo, c'est l'unique personne qui a gagné 2 premios Platino. Le premier à Alfonso Cuarón, le monteur, à lui, parce que lui monte Roma. Et donc, c'est très joli voir comment on a grandi d'être adolescent qui écrit ce type de choses et ils font ce type de dessin. Et pourquoi j'ai raconté ça? Ah, si. Et c'est vrai qu'il chaque fois, ils commencent à avoir plus offert de travail. Oui. Et donc, s'ils sont avec moi, ils ne peuvent pas faire. Donc, bon, on va travailler avec des autres personnes parce que c'est génial, c'est amusant, évidemment. C'est Et prendre un risque, encore. c'est un risque. Si, totalement. Mais je pense que c'est toujours très sain voir comment ils travaillent des autres personnes. Et S'enrichir. s'enrichir des autres façons de faire. Et ça a été, l'aventure, ça a été très bien, très bien. Vraiment, je suis très content. Et justement, en termes alors, qu'est-ce qu'on est en droit de s'attendre? Moi, j'ai rien vu de la série. Hein. En termes de mise en scène, je pense par exemple à une série comme Antidisturbios, qui est ton précédent travail en série, où pour le coup, on avait une caméra entre plan séquence d'ouverture. Il y a une scène qui est sans doute, je pense, ton plus long plan séquence de 17 minutes dans l'épisode 5, la scène du restaurant. Où il y a 6, épisode 6. Épisode 6, où tu as tous les CRS. Si vous avez maté cet épisode, juste, ne serait-ce que pour cette scène, parce que c'est bouleversant, un plan séquence de 17 minutes qui est estomacant. On pourrait croire que ce qui va ressortir de la série, ce sont les scènes spectaculaires, l'évacuation de l'immeuble, la manifestation, mais non, c'est cette scène qu'on retient en particulier, de par l'implication émotionnelle dans laquelle elle nous met, et on est bouleversé de voir ces hommes qui ont parfois commis des atrocités tout au long de la série, et qui révèlent leurs fêlures les plus intimes, et en même temps, il y a cette amitié. Pour un mec de gauche qui a tendance à aller dans les manifs et les CRS, c'est pas forcément. J'étais là, tu nous mets dans un état improbable. Comment tu arrives à ça? Comment on fait un plan séquence de 17 minutes? Tu voulais demander une autre rare. chose? Tu voulais parler de Los Años Nuevos, non? Ouais, j'ai bifurqué, comme d'habitude. Tu bifurquais. Et comme on le fait, tu as dit. Ouais. En train d'essayer beaucoup, ça c'est l'unique secret, c'est ça. C'est prendre les risques, évidemment, mais après, essayer avec les acteurs, essayer avec l'équipe technique. Ça, c'est une autre chose que c'est un des autres motifs pour lesquels je fais des plans séquences, pour lesquels j'adore faire des plans séquences, c'est que toute l'équipe, il est appassionado, toute l'équipe, il est très concentré. Jamais ils seront plus concentrés qu'en train de faire cette chose importante parce que bon, c'est ça, quand tu donnes la confiance à ton équipe, à les chefs opérateurs, mais aussi à l'auxiliaire des caméras, ça, tu le vois et ça, c'est remercié avec son talent, avec son travail, avec son effort. Et ça, c'est très, très, très joli. Et dans cette cas-là de plan séquence d'Antidisturbios, en train d'essayer, je pourrais raconter des anecdotes. On va raconter une Raconte. Mais les choses que vous n'avez pas vues, mais bon, c'était... C'est pas grave, ça va vous donner envie de le voir. Franchement, c'est extraordinaire. On a tourné, c'était 6 acteurs incroyables, le meilleur de l'Espagne, et on a tourné à la fin du tournage, donc on savait déjà qu'on est en train de faire une série importante, que c'était bien, non? Tout le monde était très content et très confié, et on a dit, OK, avec cette confiance, avec cette joie, on va faire cette chose très importante pour finir. En fait, comme je te dis, comme on a dit, c'était la fin du tournage. De 6 acteurs, 2, c'était son dernier jour de tournage. Donc, c'était son au revoir. Imagine, très émotif, très content. On va célébrer avec ce type de travail. Non? Les autres 2, il finit 2 jours après, et les autres 2 jours après. Donc, c'était la despedida, non? Comment dire? Le revoir. Le revoir de tous les 6 de la série, sûrement entre eux, parce que vous savez, non, on fait des tournages, on convive avec... Une aventure humaine. Très intense, mais après, tu dis, OK, j'espère que tu vas bien, et on se trouvera... C'est comme les colonies de vacances. À Cinémed, par exemple. Et donc, c'est très joli. Et l'acteur plus grand, qui s'appelle Jovic, que je ne sais pas si vous connaissez, c'est un... Il joue dans Una mort d'Isabelle Coixet qui vient de sortir au cinéma, Si. qui passe au Diago. Et c'est un acteur qui n'était pas acteur, il était champion de boxeo, il n'était pas acteur, et après il a dit ok, je veux être acteur. Et c'est vrai que c'était le moins acteur, mais il a
un charisme, une présence incroyable. Et c'est vrai que c'est le projet, le film où il a dit, OK, je suis là, il a gagné tous les prix de cette année. Donc, et c'était son au revoir. Et il a dit, comme la dîner, comme se dit, le repas qu'ils sont en train de faire, c'était tous les 6 bourrés. Les personnages. Évidemment, non, c'était ce type de réunion. Et il a dit, l'acteur, il a dit, on va se bourrer vraiment. Et je dis, bon, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Oui, oui, oui. Parce qu'il ne te laisse pas parler. Ouais, Et il a ramené une boîte de Scotch whisky pour tous. Et je dis, on va voir ce tournage. Et il a commencé à boire, On a fait 9 prix. 9 prises, pardon. Dans la 9e, il était totalement bourré, en train de... Et moi, j'ai regardé... Des prises de 16 minutes. Hein. J'ai regardé à tous les acteurs et j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait parce qu'il pensait que ça donnerait réalité au personnage, mais il ne pouvait pas parler. C'était horrible. Et j'ai dit, OK, on a un problème, on va couper pour manger un peu. Et vraiment, il s'est portado, comment est-ce il s'est comporté très très bien parce que c'était clair qu'il ne marchait pas. Et il m'a dit, désolé, je vais faire la douche et je vais manger quelque chose. J'ai dit, oui, s'il vous plaît. Et il a dû faire la douche, il a mangé, et il a commencé à ressusciter. Mais on a perdu totalement la moitié des journées. Et c'était le dernier jour de son tournage. C'était très, très rigolo, mais il est génial, il est très bonne personne. Et je pense que si ça... on peut apprendre quelque chose, pas seulement rigoler. Et c'est vrai que je crois qu'il a jugado una mala pasada. Il a eu malchance, mauvaise chance de n'être pas acteur, de n'avoir pas l'expérience. Et je crois qu'il a pris beaucoup avec cette expérience. Il est absolument incroyable dans la série. Je vous mets au défi que votre petit cœur fonde pas pour un CRS qui fait 1m95, père célibataire avec ses filles. Enfin, c'est impressionnant. Alors, je rebondis, tu avais raison, je voulais parler... Non, mais je veux raconter, on a le temps? Oui, on a le temps. C'est ce que c'est un dommage que vous... c'est bon. On n'a pas le temps. Se van a ver una peli. On va voir un film. Comment? Hay tiempo ou non? On a le temps. C'est un dommage que vous n'avez pas vu, mais est-ce que normalement, dans les plans séquences, il passe les choses plus jolies? Pour moi, dans ma vie laborale, professionnelle, les choses plus jolies, c'était avec les plans séquences. On l'a raconté après avec Los Años Nuevos, et on a fait un plan séquence de 45 minutes. 45 minutes. C'est les choses... savais pas, moi. Tu ne savais pas? Mais non, mais bien sûr que non, j'ai pas vu. Dans les derniers chapitres, c'est tout un plan séquence. Et c'est les choses plus grandes que j'ai fait dans ma vie. Et c'est les choses plus importantes, oui. Après, je raconte. Et Antidisturbios, dans cette plan séquence de 17 minutes, comme je dis, c'était le au revoir de tous les 6. Et dans la dernière prise, il a arrivé une chose. Évidemment, on a fait 16 ou 17 prises, non? Donc, ils sont tous égaux. Il y a très peu de changements, non? Évidemment, quelques mots, mais il faut une chorégraphie qu'il faut faire tout le temps. Mais dans la dernière prise, il a arrivé une chose qu'un personnage, le personnage de Raúl Arévalo, il se frappe. Il y a beaucoup de tensions parce qu'il n'est pas déjà amoureux d'eux, il veut fuir. Il y a quelques tensions avec son meilleur ami, qu'il sait qu'il y a quelques tensions ou desconfiance. Oui, il n'y a plus confiance. Enfin, il n'a plus confiance, non? Il était écrit, et on a fait les 15 prises d'avant, qu'il finit, la scène, il finit en train de se marcher, de s'éloigner. Il se lève de table et il se barre. De ce quoi? Il se lève de table et il s'en va. Il se va, très énervé. Il finit comme ça. On a fait 15 prises comme ça. On a tourné et c'était là comme c'était écrit. Et là, dans la dernière, il était en train à la fin du tout, de se pousser. De se pousser, de s'énerver. Et il a fait sans vouloir, il a fait comme ça. Il a donné un cabezazo à l'autre acteur, à son ami, à Alex Garcia. Il avait pas. Et entonces, Alex, qu'il était dedans la scène, et seulement ça peut arriver quand tu es déjà dans 15 minutes de prix,
Et il s'est commencé à énerver, il s'est empezó a pegar de verdad. Pourquoi tu m'as À se frappé? battre pour de vrai, à se frapper Pourquoi pour tu de vrai. m'as frappé? Et Raúl, en vez, ¿cómo es? Au lieu de faire ce qui est dans le scénario, il a commencé à dire pardon. Tu sais, perdón, 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 perdón. No, 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 lo siento, lo siento, lo siento. No quería hacerlo, no quería hacerlo. Entonces, Désolé, je voulais pas faire sí, ça. sí, sí, sí. Je vais aux toilettes, mais lo siento de verdad. Je t'aime, je t'aime. Entonces, finalement, il a devenu une scène d'amour de tous les deux. Et c'était ce qu'il a resté. Et il n'était pas écrit. Et c'était plus joli, plus intense, plus complexe. Parce que il était énervé avec eux parce qu'il dans tous les 6 chapitres, il s'éloignait d'eux, mais il y a d'amour parce qu'il ne peut pas s'oublier ce type d'amour. Non? Et donc, il a fini pour les embrasser, les dire excuse-moi, excuse-moi. Et en el fondo, au fond, il est en train de dire excuse-moi parce que moi, jamais je retournerai. Et c'est tout pour la chance, pour l'hasard. C'était incroyable. La chance, elle se provoque. Vous avez fait Un 17 peu, prises, tu les as mis en confiance, la chance, elle se provoque. Si, mais ça c'était totalement involontaire. La magie du cinéma. Alors, tu nous as mis l'eau à la bouche, là, un plan séquence de 45 minutes. Si. Los Años Nuevos, c'est une histoire d'amour d'un couple. Et c'est vrai que je voulais raconter un petit peu la vie, non? Quelque chose, on a parlé déjà. Non? Et si on peut si on peut parler d'une évolution de la série, de chapitre 1 chapitre 10, il y a c'est un chemin de desnudez. De mise à nu. De mise à nu, non? Donc, dans les premiers chapitres, il y a beaucoup de personnages. C'est une fête pendant la nuit, beaucoup d'alcool, de drogue, tout ça, non? Mais beaucoup de visages et de personnages. Et la fin, je voulais que c'était une évolution jusqu'à seulement tous les deux. Donc, la fin, je savais que je voulais une conversation, pas des aventures de chapitre 5, pas de l'histoire de chapitre 3, blablabla. Mais je savais que je voulais, avant d'écrire, une conversation de 45 minutes à temps réel et je voulais faire un plan séquence de tous les deux dans une chambre d'un hôtel. Donc, on a écrit tous les chapitres avec ça dans la tête. Finalement, on a écrit les chapitres 10, que c'était très difficile. Une autre fois, on a fait ça les derniers jours de tournage. Tu ne peux pas faire ça les premiers jours parce que c'est impossible. Mais on a réussi la confiance, le talent, le savoir-faire. Non? Et à la fin, on a fait ça. On a essayé beaucoup. Mais pour les acteurs, imagine, c'était un rêve de le faire. Et c'était vraiment très, très émotif. Tout l'équipe est en train de voir. Et les derniers jours, pendant pas le coucher du soleil, le lever du soleil. Et c'était vraiment magique, vraiment. Diffusé Tout le au monde premier est en train de trimestre pleurer. 2025. La série sera présentée à Sérimania, à Lille. Quand? Je sais qu'elle va faire sa première française à Sérimania et après elle Mais devrait c'est quand? Mars, avril, je sais. Je suis pas bon en série. Pardon? Bon, alors, en attendant Los Años Nuevos, parce que quand il y aura Sérimania, toi, tu seras en tournage. Tu nous as annoncé que tu allais tourner un nouveau film avec Javier Bardem et aussi Vicky Luengo, qui est l'actrice principale de Antidisturbios, qu'on a tous découvert dans Antidisturbios et qui est juste hallucinante. Pour avoir eu la chance de lire le scénario, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots sur... tu nous as raconté un tout petit peu l'histoire, mais comment pourquoi tu as envie, à ce moment-là de ta carrière, après l'énorme succès Asbestas en Espagne, c'est 1 million d'entrées, c'est 9 Goya, c'est le César du meilleur film étranger, c'est sa première sélection à Cannes, dans la sélection Cannes première. Pourquoi, à ce moment-là de ta carrière, après avoir atteint un succès énorme, tu as envie de te confronter à une histoire qui parle de cinéma? Parce qu'honnêtement, dans le milieu, on dit souvent les films qui parlent de cinéma n'intéressent que les gens qui travaillent dans le cinéma. Mais ce n'est pas un film sur le cinéma. Et en même temps, ça se passe pendant un tournage. Et pourquoi je le fais, tu dis? Ouais. Pour ne s'ennuyer pas. Oui, d'accord. Facile. Et bon, je ne sais pas pourquoi on fait les films qu'on fait, parce que nous intéresse cette histoire. On a pensé, Isabelle et moi, qu'est-ce qu'on veut faire maintenant? Évidemment, s'éloigner de thriller, s'éloigner de polar, s'éloigner d'Asbestas totalement, évidemment. Et on voulait faire des films avec deux personnes où il n'y avait pas un crime, où il n'y avait pas un mystère, et deux personnes normales, si tu veux, qui essayent de faire les choses bien. Deux personnes. On voulait faire une histoire d'amour dans cette
avec ce contexte. C'est vrai que je voulais parler de cinéma et seulement si c'était organique, naturel, on le faisait, mais on a trouvé la raison, la justification de le faire parce que tous les films à nous, ça passe dans un tournage. Parce que lui, il est un réalisateur très, très, très connu, comme Almodovar, par exemple, et elle, c'est une actrice qui va travailler dans son film. Mais bon, on a commencé à travailler avec cette prémie et c'était très difficile le scénario, on a eu beaucoup de crises, et beaucoup de frustrations, mais à la fin, on est très content avec la version finale. Et on est très content avec les choses qu'on raconte, et le type de film qu'il peut être. C'est vrai que c'est le film normalement je pense, plus difficile pour ça, parce qu'il n'y a pas un crime, parce qu'il n'y a pas des choses... Quand tu fais un polar, bon, il y a des difficultés, mais il y a des choses que déjà il marche. Non? Qui a tué? Pourquoi il a tué? Non, il y a des choses que déjà le spectateur, sûrement, il veut savoir. Après, il faut le faire bien. Mais dans cette chose-là, un film comme les Français, il y a quelque chose que, je pense, j'ai la sensation de que tu as moins asideros. Amalia. Agarraderos, endroit pour ces... Ouais, Mais ouais, il y a moins de prise avec le sujet. Ouais, t'as pas un sujet, quoi. C'est moins d'accroche. moins d'accroche. Je crois que c'est le moment pour vous laisser la parole, si vous avez des questions. El primero. Je pense qu'il faut... Non, je pense que Il y a un ici... micro. Elle arrive ici. Non. D'abord, merci. Ça a été un moment de plaisir extraordinaire. Pardon? Je dis merci, ça a été un moment de plaisir extraordinaire. Merci. Parce que du début jusqu'à la fin, je me suis posé énormément de questions et je me suis questionné tout le long du film. Jusqu'au moment où la scène, ils sont dans le bois, le jeune homme et la dame, ouais. Ils sont dans le bois, ils avancent et d'un seul coup, vous mettez la caméra vers un fourré et on entend des cris d'enfants. Ok, je sais pas si on entend des cris d'enfants qui disent non, 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 non. Et c'est là que moi, je me suis rendu compte que son enfant, elle ne le reverrait jamais. Parce que tout le long du film, je me suis imaginé que son enfant, elle le recherchait à travers le jeune homme qu'elle avait rencontré. Et là, je me suis rendu compte qu'à la fin, son enfant, il avait été assassiné par... Tu t'es rendu compte que l'enfant... avait été assassiné. Si. Il s'est rendu compte que l'enfant, elle ne le reverrait jamais, qu'il avait été assassiné. À ce moment-là, on avance les caméras avec les sons, on entend des... Oui, quand il arrive dans les fourrés, quand la caméra filme le fourré dans le bois. J'ai trouvé ça extraordinaire. Ah, ok. Ça, on l'a trouvé, je l'ai trouvé pendant le tournage. J'ai vu cette troncos, comment ça dit C'est une énorme tronc d'arbre. Je l'ai vu dans les bois, j'ai dit, on doit filmer ça parce que c'est une image incroyable. J'adore ça. C'est la fin de Madré, c'est le... J'adore pouvoir faire ça. Il y a des fois que tu ne peux pas, il y a des fois que tu ne trouves pas, mais quand tu le trouves et tu as la liberté un peu de tourner ce type de choses, j'adore parce que c'est une chose qu'on a trouvée pendant le tournage et à la fin, en montage, on a choisi de le faire, de les donner cet significant. Oui. Merci. Toutes les questions sont bonnes à dire. Hein. Alors, moi, j'avais cru comprendre que vous alliez tourner une série sur la guerre d'Espagne. Et je pense qu'il était temps qu'il y ait d'autres voix cinématographiques sur cette guerre. Qu'il était temps qu'il y ait d'autres voix. Et j'en entends plus parler. Vous avez abandonné? No, pero ¿qué he dicho? Ah, que ya tocaba. Vale, vale, no había entendido. Merci. No, il n'est pas abandonné. On a eu des problèmes avec notre financieros et ils ont abandonné le projet. Mais nous, on ne l'a pas abandonné. C'est un projet qu'on doit faire, que je veux faire, que j'espère que je ferai. J'espère le faire. Tu veux qu'on signe un serviette? J'espère le faire avec Netflix. Non, mais s'ils sont prêts à financer, moi j'ai lu une version des scénarios. J'ai jamais lu ça. Il est amoureux de moi. Après, après on y va au bar. Mais c'est un projet très très fort. C'est très cher.
C'est très difficile de financer parce que c'est très cher, évidemment. Si tu le fais avec, ça n'a rien, c'est une merde, comme pardon. Mais oui, c'est pas abandonné, mais c'est très difficile. Mais on doit le faire parce qu'il faut parler de ça, évidemment. Et tu dois le faire pour aussi politiquement, et c'est ce que tu dis dans certains entretiens, parce qu'il est grand temps qu'on puisse parler de ça dans le monde d'aujourd'hui pour rappeler à des jeunes générations que Si. Non, il faut. il n'y a pas longtemps. Il faut. C'est les choses plus importantes de l'histoire espagnole. Et parce que je me permets de te citer dans un entretien pareil, tu parles de l'Espagne et tu dis, à part le football, on est dans une société totalement divisée, en deux parties qui ne peuvent pas communiquer, liées à les conséquences de la guerre civile. Bonjour. Pardon, merci beaucoup. J'ai une question par rapport à la fin de Asbestas. Vous avez dit que vous avez changé la fin pendant le tournage. 1, qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Et 2, quelle liberté vous avez eue par rapport à la production qui avait lu une fin et vous n'avez pas tourné la même fin, de fait? Comment quelle liberté j'ai eue? Avec quelle liberté la production vous a laissé pour changer la fin que la production avait lue et avait signée? Ah, ya. Non, mais comme on est les producteurs de films, c'était c'était très facile. Et c'est vrai C'est pour ça Caballo Film. Claro, et c'est vrai que c'était une chance, ça, parce qu'il y a des réalisateurs, la majorité qui ne peut pas faire ça. Bon, il ne peut pas. Il faut parler avec les producteurs, mais nous, on est les producteurs, donc avec ça, c'est pour ça que jamais je voudrais changer cette façon de faire les choses. Et la fin de Asbestas, quand elle va à la maison de la mère avec tous les deux avant la fin, tu sais? Tu connais cette scène? Si, mais tu sais quelle scène j'ai dit? Non, elle l'a pas vu encore. Ah, mais caro, entonces... Pas spoiler. ¿Por qué? Pourquoi? Porque, ouais. Bon, parce que... Bon, si, parce que... non, parce que c'était une finale plus effectista avant. Efficace. Effectista. Spectaculaire. Ah ouais. Spectaculaire, plus violent, plus cruel avec la protagoniste. Et il y a déjà beaucoup de crueldad. Cruauté. Et c'est vrai que c'était pas la peine, c'était pas juste, c'était pas honnête avec l'histoire, c'était pas honnête. Et on a trouvé un final beaucoup plus humain. Et ça, c'est vrai que c'est très joli le découvrir, parce qu'au début de tournage, je ne savais pas qu'on voulait me conformer, comment est-ce? Conforme. Comment on allait faire? Conforme on tournait, conforme on connaît l'histoire, conforme je vive l'histoire. C'est vrai que tu as la possibilité de changer des choses, de voir les films ou l'histoire d'une autre façon. Et ça, c'est génial. C'est pour ça que je veux et j'essaye, et j'ai réussi normalement, de faire tous les films chronologiquement. Ça, pour moi, c'est très important. Luxe énorme dans le cinéma, on ne tourne jamais chronologiquement. Autre lujo, luxe. Ah, mais d'où l'importance de l'indépendance, d'où Caballo Film. Si. Pourquoi il n'a pas de microphone? Parce qu'il y avait quelqu'un qui voulait la parole. Ah, parce que vous... Il vient jusqu'au bout du monde. Non, mais ça n'a que très peu d'intérêt. Mais je trouvais que la fin était plus efficace parce que ce que vous avez tourné en Galice, c'est par rapport à un espèce d'atavisme de pauvreté et de pauvreté endémique. Voilà. Alors que la xénophobie dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire la peur de l'autre, elle se fait souvent par des gens puissants, entre guillemets, qui voient arriver des hordes de personnes. Alors que là, la moitié des Galiciens sont en France. La moitié des Galiciens sont en France. Et oui. Un des lieux d'immigration de la Galice, c'est la France, l'Allemagne, l'Angleterre et l'Argentine. Voilà. La moitié.
je sais pas, c'est plus d'1 million historiquement, c'est la communauté Si, il y a espagnole beaucoup qui a le plus. d'immigration, évidemment, oui, oui. Voilà. Si, si. Mais, et là, le fait que ce soit inversé et qu'il y ait quand même un regard aussi de dominant de ces Français qui arrivent, cette scène, elle réconcilie quand même quelque chose, je trouve. Totalement, je suis d'accord. Il y a quelqu'un là? Oui. Moi, j'avais une question par rapport à Que Dios no perdone. Pourquoi avoir fait le choix de mettre en scène la violence dans le sens où pourquoi vous avez fait le choix de montrer en image cet acte sexuel envers les personnes âgées, etc. Et pourquoi pas avoir juste choisi de laisser comme c'était cette violence que vous avez mis tout au long du film, qui moi m'a touché, mais là vous l'avez carrément mis en scène et mis en image. Pourquoi passer ce cap de le montrer directement à l'image? J'ai pas compris. La representación de la violencia de su agresión contra las viejitas en que yo sexual Pourquoi on a choisi cette... la scène. Ah, joder. Enseñarlas y luego hacerla sentir. Pero la hemos enseñado, on l'a montré. ¿Cuándo? No hay une... Il y a, on la montre. On voit los cadavres, on voit les corps. Tu dis ça? Les corps? On comprend très clairement, mais on ne voit pas. Hein? Il a des spawns. Sûrement. Bon, premièrement, je pense qu'on pouvait montrer beaucoup plus. On pouvait montrer des assassins, las violaciones, ¿cómo es? Les violeurs. Mais c'est vrai que c'est dur le film. C'est vrai qu'on voit des corps, on voit au début d'une scène très violente, c'est vrai. Et bon, parce qu'on voulait parler de la violence, c'est ça. C'est vrai que les choix que tu fais, moi, en 2015, peut-être maintenant, je ne le fais pas, c'est vrai. Mais surtout, je pense que dans les choses, quand tu arrives dans le film, quand tu arrives tard au crime, tu vois les corps, tu vois les restes, on voulait montrer ce que voit la police. C'est ça, la police, il va et si tu es policier, tu vois des choses horribles. Donc ça, on ne voulait pas le perdre. Mais je pense que c'est une façon honnête de parler de cette profession qu'après on est en train de raconter ces deux personnages. Je pense qu'il doit être très difficile n'être pas violent si tu habites avec la violence. Donc imagine, on a créé deux personnages extrêmement violents, et donc on doit, je pense, les donner motif, non? Et après, pour un côté la honnêteté, l'honnêteté avec la profession et avec l'entorno, la circonstance, mais après, surtout parce qu'on voulait parler de la violence. Et donc, la violence est horrible, c'est désagréable, et c'est vrai que je pense qu'il faut la montrer. Si tu veux, bon, non, il faut, non, mais dans ce cas-là, je pense que c'était bien la montrer. C'est en train de savoir que tu peux perdre le spectateur, évidemment, que tu peux faire comme ça. Mais c'est vrai que si tu parles de la violence, mais tu ne la montres pas, c'est intéressant aussi, mais tu es en train de cacher au spectateur une chose très qu'il est dans le monde, je pense. Hop, ici une question. Là. Hop. Bonjour. Alors j'ai une question sur El Reno, juste ici. Donc j'ai une question sur El Reno. La post-production, elle a duré combien de temps environ? La post-production, combien de temps, quoi? De qué? Ah, del Reino. Ah, del Reino. Et comme tous les films, vraiment, on a fini de tourner à septembre, octobre, on a fini, je pense, janvier, février, le découpage d'images. Et après, sûrement, on a fini le film.
On a montré à Cannes, presque fini. Ouais, on s'est fait têche de Cannes. On a essayé. Et Ils nous ont tous jusqu'à têche. mai, quelque chose comme ça. C'était normal, c'était le standard dans mon cas. Je ne sais pas des autres. Mais dans mon cas, c'était pas. Je ne sais pas pourquoi tu as demandé le Reino, parce que tu penses qu'il y a eu beaucoup, ou très peu. Merci, merci. Hostia, qué calor. J'ai une question. Moi, je voulais savoir ce que vous préférez dans le tournage d'une série par rapport au tournage d'un film. ¿Qué prefieres en rodar una serie comparantemente a rodar una peli? Pour moi, c'est totalement pareil. ¿Dónde estás? Ah, pour moi, c'est totalement pareil parce que chaque jour de tournage, c'est le même. Et à la fin, c'est une histoire audiovisuelle qui ça dure 15 minutes si c'est un court-métrage, 90 minutes, 100 minutes si c'est un long-métrage, et 250 minutes si c'est une série. Donc pour moi, c'est totalement pareil, c'est la même chose. Évidemment, si je raconte mes histoires, sinon non. Si j'ai travaillé beaucoup à la télé quand j'étais jeune, et évidemment, c'était pour moi pas horrible parce que je m'amusais, j'ai appris, mais ce n'était pas la meilleure option. Moi, j'avais une question par rapport à Madre, la fin. Je vais dire mon interprétation, vous me dites si c'est ça ou s'il faut chacun à la sienne. Moi, je comprends qu'en fait, du coup, la mère, elle considère qu'elle a sauvé ce jeune adolescent. Sauvé qu'elle l'a, oui. Bah, elle est allée sauver de ses propres parents avec qui il ne voulait pas être. Et que du coup, elle pardonne après à Ramon, non? Ou alors, c'est pas ça? Oui. La fin, oui. Ramon, la oui. fin, Oui, puisqu'elle le rappelle. Et oui. je pense que le plus important, c'est ça. Oui, mais moi, je comprends qu'elle le pardonne à Ramon parce qu'elle considère qu'elle a fait un peu la boucle. Que la boucle est bouclée dans le sens, elle n'a pas pu sauver son propre gamin. Et là, elle pense qu'elle a sauvé l'ado. Ou je m'exprime mal. Elle a sauvé, qu'elle a salvado à l'adolescente, à Jean. Non, je ne pense pas. Parce que l'adolescente, il s'est énervé avec ses parents, comme on s'énerve tous les adolescents avec ses parents. Et je pense que ce n'est pas grave. Je pense que le jour après ou la semaine après, ils seront bien. Donc, je ne pense pas qu'elle doit sauver de rien à cet adolescent. Mais c'est vrai qu'elle a aidé à lui dans ce moment-là et que ça nous souvient à pouvoir sauver à son fils. Il y a quelques symboles, parallélismes, ça c'est évident, mais c'est pas la même chose. Peut-être j'écoutais le mot sauver, j'ai dit non, parce que... Non, mais en fait, c'est pas ça. Elle a aidé. Elle est tellement... quand elle va dans la maison où les parents veulent pas, on a l'impression qu'elle va le sauver. Elle pense. J'ai pas dit qu'elle va sauver. Les parents, ils vont pas faire du mal au gamin. C'est l'impression qu'on donne il faut qu'elle y aille, malgré que tout le monde se mette contre elle. C'est vrai. Elle est un petit peu plus inquiétée que dans cette situation que nous. Oui. Non, Oui. Si, il y a quelque chose que ça le souvient inconsciemment à les moments qu'elle no ha podido. Oui, qu'elle n'a pas pu sauver son gamin. Le faire, totalement, oui. Bonsoir. Déjà, merci beaucoup pour cet échange. J'ai vu Que Dios nos perdone hier en salle et j'étais très impactée par la fin. Je suis là. Ok. Et j'avais pas trop compris le choix, en fait, pourquoi avoir fait cette fin où l'inspecteur il prend un peu sa vengeance. C'est un peu ce que j'ai compris. Il attend vraiment de le prendre, de l'isoler et de le tabasser clairement. Et il le fait pas en se dévoilant comme la police, mais vraiment comme une personne lambda. Et après, il agit sur sa vengeance un peu pour son collègue qui a été tué par lui. Et je voulais savoir s'il était encore policier à ce moment-là. S'il est encore policier? Oui. Qu'est-ce que tu penses? Je sais pas. Moi, au début, j'ai pensé qu'il n'était plus, mais qu'il avait quand même cette vengeance personnelle, un peu ce devoir qu'il devait réaliser. Mais après, je me suis dit, bon, c'est bizarre quand même. Après, c'est quand même un lapsus de temps assez énorme. Et on voit le coupable qui pleurniche à la fin comme un gamin. Donc lui aussi, il a eu du temps pour réfléchir à ce qu'il a fait.
Donc c'est un peu, c'est pas ouvert comme fin, un peu si, mais enfin vous nous laissez un peu de. Tu penses qu'il est policier? Mais je sais pas, c'est ça mon problème. Moi, je voulais Je savoir. pense que si tu as la doute, ça veut dire que peut-être il n'est pas policier, non? Ok. Et je pense qu'il n'y a rien à penser qu'il est policier. Parce que si tu es policier et tu as une opération comme ça de trouver un assassin comme ça, je pense que tu vas avec des autres Oui, policiers. oui. Donc c'est ça, on ne voulait pas le raconter, mais on voulait inviter à penser que non, il a laissé la police et il a été 3 années tout seul en train de chercher et faire cette venganza. Vengeance, qu'à la fin, quand il pleure, je veux penser qu'il ne sert de rien. Non? Il a fait la violence une autre fois, et bon, il a gagné rien. Oui, à la fin, il est un peu comme le coupable lui-même. Enfin, Totalement. Donc c'est ça. Totalement. C'est plus simple que prévu. Merci. Bonjour, bonsoir. Il y a 2 personnes ici. Juste, c'est Après, une question très très rapide. Merci pour l'ensemble de votre œuvre. Je me posais la question, pourquoi le titre de Stockholm? Est-ce que c'est lié au syndrome de Stockholm? Mais je pense pas que ça soit ça. Donc voilà. Tu ne penses pas que ce soit ça? Non, c'est ça, totalement. Ah, c'est ça, d'accord. Bon. Mais tu as vu le film? Oui, oui, oui. Il y a un petit peu de syndrome de Stockholm? Non? Ça m'a pas semblé évident quand même. Non, évidemment. Je me suis replongé dans le syndrome de Stockholm, mais il m'a pas semblé que c'était évident. Non, mais c'est vrai que peut-être à la fin, je ne sais pas si c'est pas très évident comme tu dis, mais c'est vrai qu'au début, quand on a écrit le scénario, on voulait écrire, planter le scénario, l'histoire, comme un kidnapping, comme un séquestre de lui, comme un kidnapping de lui à elle, et après elle veut rester avec son kidnapper, donc il y a des syndromes de Stockholm. Je ne sais pas quoi, je ne me souviens pas quoi rester de toute cette idée, mais le titre, c'était pour ça. Oui, je voulais savoir, est-ce que maintenant que vous avez, avec tous ces projets que vous avez déjà faits, avec le recul, est-ce que vous avez des regrets par rapport à certaines décisions que vous avez dû faire? Des regrets? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Des regrets? Ben, je sais pas. Avec, arrepentirse de? sur certaines décisions que vous aurez dû faire sur le plateau tournage. De quoi? Oh, de algo, de quelque chose. Non? Si je regrette de quelque chose. Et si. Pas beaucoup, parce que je pense que c'est pas très important un film comme para regrette de quelques décisions, parce que si tu le pensais, si tu l'as senti, c'est bien. C'est vrai que la même chose que j'ai dit avant, peut-être je fais le même film maintenant et je fais des autres choses, mais ça ne veut dire pas que je me regrette de le faire. Mais il y a, par exemple, je pense, et je ne veux pas penser beaucoup à ça parce que ça me fait, pas du mal, mais ça me fait incommode un peu, mais à la fin de Stockholm, je me regrette un peu. Tu as vu Stockholm? Non, je ne l'ai pas encore vu, mais la fin, c'est très dur, très fort. Je pense que c'est très cruel. Et je savais ça dans le début. Et c'est vrai que je pense qu'on a été trop efectistas otra vez. Je savais que si le film finit comme ça, beaucoup de monde parlerait de ça. Et si le film il finit d'une autre façon, peut-être ce film de pas rien, pas que personne va avoir, et peut-être personne aimait beaucoup, la personne ne parlait pas. Mais sûrement, ce serait un final plus honnête. Et je pense que je ne veux pas dire qu'on ne devrait pas le faire, mais c'est vrai que les cinéastes que je suis maintenant, je ne voudrais pas faire cette finale. Ah oui, et je me arrepiento de una cosa.
Je regrette une chose. Oui, si. Et à Madre, t'as vu Madre, non? Ah oui? Maintenant. Et tu l'as vu à l'opéra aujourd'hui? Tu as écouté ce que je dis dès qu'il y avait une version française et une version espagnole? Tu vas écouter? Qu'est-ce que tu faisais Je suis arrivée en retard. pendant que je parlais? Je siento. Tu es arrivé en retard? Oui. Et bon, fais-toi, je suis très fatigué. Non, mais ce que Rodrigo a dit quand il allait présenter Madre cet après-midi à la salle Berlin, dans l'opéra, là, c'est qu'en fait, c'est vrai qu'en France, il y a un montage différent de Madre par rapport au reste du monde, par rapport à l'Espagne et par rapport au reste du monde. Mais pourquoi? Non, claro. Alors, si, parce qu'on était coproducteur du film et on a beaucoup échangé sur le montage, peut-être un peu vertement. Il y a très peu de différence. Il y a 8. Ouais, il y a 8 plans de différence entre les deux montages. Mais pour nous, c'était très important. On s'est beaucoup battu. On a utilisé toute notre pression possible pour dire c'est des effets stylistiques qui nous semblaient comment dire, horrible. Ouais. Non, on disait pas, on l'a pas dit comme ça, mais horrible. Mais enfin, on était très. Moi, j'étais obsédé par ça. Si. Ouais. Et il a accepté. J'ai accepté à la France. Qu'en France, on ait un montage un tout petit peu différent. Donc, je regrette totalement de ça. Parce que si je le pose maintenant, c'est... Vamos. C'est 8 plans où il y a des... Ils ne sont pas dans les films il y a des zooms, il y a des zooms et il y a des gros plans. Non, c'est pas zoom. Disgracieux, si. Non, c'est pas zoom. Non, mais il y a des gros plans et des ralentis. Eh oui. Ouais, pas des zooms, pardon. C'était des ralentis et des zooms disgracieux. Si. C'était l'histoire. Chaque fois que tous les deux, elle et lui, ils se trouvent, il y avait une magique que maintenant il n'y a pas. C'est pas que moi, hein. C'est l'ensemble des coproducteurs, distributeurs français. Hein. C'est pas que moi. Mais donc, vous montrez la création d'un réalisateur. Alors, le cinéma est un art collaboratif. On fait ça avec tous nos réalisateurs. Non, c'est vrai. Non, je suis d'accord avec lui. C'est génial, c'est échanger. Et beaucoup de fois, il y a décidé. Mais ça ne veut dire pas que je regrette de ça. Et toi, Thomas, tu regrettes quelque chose dans ta vie professionnelle? Peut-être ça, la même chose. Ouais, par rapport à notre discussion de midi, oui. Merci. Oui, j'ai une question sur le film Madre, justement. Sur le film il m'a semblé, Madre. je viens de voir le film. Madre? Ouais. Et j'étais étonné. J'ai l'impression que tout le début du film s'était filmé avec un objectif grand angle qui déforme, qui fait que peut-être la plage est encore plus grande que dans la réalité. Ou est-ce que c'est pour faire comprendre le trouble intérieur du personnage? Pourquoi ce choix un peu inhabituel? Oui, si, c'est pour ça. Jamais il y a seulement un motif. C'est vrai que les motifs plus narratifs, c'est ça. Et on voulait que cette plage était un petit peu un cauchemar pour elle. Et aussi montrer l'immensité, la grandeur de cette plage où il est un enfant, ça a perdu. Donc, c'est génial le montrer comme toute l'immensité de la plage. C'est qui écrase le personnage. On la sent perdue comme on imagine son fils qui s'est perdu. Mais c'est pareil, les scènes au grand angle, dans les scènes d'intérieur, c'est comme si elle était prisonnière. Et elle est prisonnière depuis la disparition de son fils. Exactement. Et si tu utilises un grand angle, normalement, les personnages ils sont très petits si tu t'éloignes un peu. Et l'espace, il est très grand. Donc, c'est aussi pour montrer son fragilité et son être perdu dans une ambiance totalement foráneo, étranger pour elle. Mais aussi, il y a un motif esthétique, pour dire comme ça, parce que j'étais très obsédé en lier les courts-métrages avec le film, parce que j'avais fait un court-métrage deux années après, et je ne voulais pas que le spectateur n'accepte pas visuellement. N'accepte pas visuellement
le passage du Si. court-métrage qui était effectivement qu'il en grand angle, en ressemblait plan séquence, de avec choses la suite totalement du film, différentes. pour Pardon. rester dans la continuité stylistique du court-métrage. Exactement, ça, un autre motif. Oui, bonjour. Alors, un très très grand merci pour C'est la dernière toute question. votre œuvre, pour toutes vos réflexions. Et vous posez la... Je viens de voir le film Madré que j'ai absolument adoré. Et votre pensée, votre réflexion profonde, c'est de nous inviter à ne pas porter de jugement, à nous laisser le choix de cheminer, hein, d'avoir de l'empathie pour tous les personnages, quel que soit leur positionnement. Et j'ai vraiment adoré. Alors, j'ai deux questions, juste parce que je n'ai pas pu voir le court-métrage. C'est vraiment l'évolution du court-métrage, c'est une suite, ou alors il y a le court-métrage qui a une histoire et vous avez... Voilà, comment ça s'est passé du court-métrage au long-métrage. Et j'ai une autre réflexion. Mais avec les scénarios. Oui, oui, voilà, tout à fait. Et j'ai une autre question, parce que vous parliez de votre compositeur hein, qui écrivait dans tous les films. Et là, effectivement, la musique, c'est aussi l'océan, le bruit de l'océan. Là, il y a des séquences musicales de la nature qui sont absolument remarquables, qui sont pleines de tension, voilà. Et j'ai trouvé ça absolument remarquable aussi. Oui, je suis content que tu as aimé le film et je suis très content avec la musique du film. C'est vrai qu'avec Olivier Arson, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire après, mais c'est vrai qu'à chaque film, on découvre une musique totalement différente. Et avec Madre, après El Reino, c'était une chose totalement différente, c'était très difficile. Mais la première question, je n'ai pas compris. Comment on a fait pour... Est-ce que c'est vraiment une suite? Enfin, j'ai pas vu le court-métrage. Si, tu l'as vu. Tu l'as vu, vous l'avez vu, c'est les 15 premières minutes du film. Ah, c'est les 15 premières minutes. Claro, et claro. donc, vous prolongez, en fait. D'accord. On a tourné ça D'accord. et on a décidé de le mettre au début. Ok, j'étais pas sûre. Au Ok. début du film. Bravo, c'est excellent. Excellent. Merci. Merci. Bravo, ce sera le mot de la fin. Vous avez beaucoup donné, 2 heures de rencontre. Merci beaucoup. Merci Wow. Rodrigo pour ta générosité. Merci Thomas d'avoir mené cette rencontre de main de maître. Merci à vous d'avoir été là. Allez voir ces films. Voilà, c'est le mieux. Continuez d'aller voir ces films et d'en revoir. Il y a El Doblé, si vous courez très vite à Rabelais. Et à 21h, il y a... Impossible à voir. Hein. Ouais, c'est maintenant ou jamais, là. Courez au Rabelais. C'est génial, c'est génial. Voilà, 21h Asbestas, demain matin à 11h El Reino.